Codeurs Podcast, épisode 325. Trier le hachis des concurrents. Enregistré le 7 mai 2025. 4 Codeurs Podcast, épisode 325. Nous sommes 9h32, donc quasi pas en retard. Et on est le combien? Le 7 mai. Le 7 mai, donc plein de gens parmi vous sont peut-être en vacances, mais pas nous. Allez, on va lancer le générique. Pas nous. Donc là, on voit que Guillaume, Il sa s'éclate. vidéo n'a pas été générée par l'IA parce que c'est pas très ressemblant de faire de la guitare, non, La batterie. la batterie. Si tu ne reconnais pas l'instrument, c'est soit j'ai mal imité, soit... C'est ça. Bref. Alors, eh bien, nous sommes les trois compères et nous avons un épisode moyennement chargé, je pense, mais plutôt pas mal. Mais nous, on n'est pas chargés. Hein. On n'a rien bu ce matin. Non, on n'a rien bu ce matin, mais bon, non. Moi, je bois Si pas je t'ai les vu, autres t'as fois non du plus. café, ou je sais pas ce que t'as dans ta tasse. C'est de l'eau. Les c'est de autres l'eau. auditeurs Elle ne est le pas voient pas. transparente, je vais pas te montrer parce qu'il y a un problème avec la gravité, ça empêche. D'accord. Allez, eh bien écoutez, on va se lancer dans les langages. Dans les langages d'ailleurs, ouais. Quoi? Il y a un truc Je croyais qu'on rigolo. avait commencé. En fait, c'est rigolo pour dans l'école de mon fils, donc il y a le montrer les métiers. Et du coup, j'ai proposé de parler de code ou parler de podcast. Du coup, on s'est lancé sur le podcast. Et du coup, c'était rigolo. J'avais préparé ma mind map pour bien expliquer le truc. Et ensuite, eux vont trouver le sujet. Et puis, je vais les aider à enregistrer. Donc, ça va être sympa. Et il y a une question assez intéressante. Mais c'est quoi un podcast Oui. Quand je regarde un dessin animé et qu'il y a plusieurs épisodes, c'est un podcast. Et puis, quand je regarde une émission où il y a plusieurs épisodes, c'est un podcast ou pas? Et j'ai lutté un peu. Alors, c'est quoi votre réponse à vous pour ça? C'est une série audio sur Internet avec des gens qui discutent ensemble. Alors, il n'y a pas forcément des gens qui discutent ensemble, parce qu'on voit des podcasts où c'est plutôt des une reportages. personne, C'est des monologues, ça peut être des monologues. Voilà. Une ou plusieurs personnes racontent On va leur voir vie. une ou plusieurs personnes. Et toi, Arnaud, alors, ce serait quoi ta def? Ouais, non, après je dirais effectivement c'est plutôt sur le, enfin à l'origine le podcast c'est audio et pas vidéo. Après c'est devenu vidéo par le temps. Mais c'est surtout que c'est du sujet. Enfin en général c'est de la news, c'est de l'info. Enfin c'est dans le stream plus de l'info que du divertissement, contrairement à un épisode d'une série ou un épisode d'un voilà. Mais effectivement je vois pas trop Est-ce que le JT de 20h, c'est... Là, on fait le JT de 20h, enfin de 9h30, là, c'est un peu la même chose. Donc, ma définition, elle est un peu technique, mais c'est... Alors, c'est pas forcément enfants, ils audio ont rien vidéo, capté, mais du coup. c'est sur Internet. Et il y a la notion de liste de podcasts qui existe et on souscrit au podcast. Donc, on a la notion de... On s'abonne. En gros, c'est RSS, mais je pouvais pas expliquer, je leur ai pas dit ça. Voilà, bon bref, allez, ça y est, on repart officiellement au langage. Ok. Donc, eh bien, Java One existe déjà, À nouveau. à nouveau, ouais. Et à l'occasion de Java One, les gens d'Oracle ont fait un petit site web qui s'appelle learn.java, puisqu'ils ont acheté le nom de domaine final, le top level domain, comme on dit en bon français, Java. Ouais. Alors, tu as regardé, Guillaume, je crois, c'est ça? Donc c'est un site assez classique, plutôt à destination quand même des débutants, des enseignants, etc. Donc ça couvre aussi bien la syntaxe que... ce que j'aimais bien, c'est que ça couvrait aussi, j'allais dire les nouveautés. Est-ce que c'est encore des nouveautés, record, pattern matching, tout ça, mais il y en a, on l'utilise pas encore non plus abondamment et généralement de partout. Après, niveau look, je crois que c'est pas moi qui ai rajouté ce commentaire-là, mais c'est pas forcément le plus foufou, etc. Mais je trouve que c'est pas mal d'avoir une ressource. Parce qu'en fait, historiquement, il y avait pas mal de trucs, genre dev.java, learn.java, enfin, je sais plus, il y a je ne sais combien de ressources. Et est-ce que celle-ci va devenir un petit peu le point central de focus et bien référencé par les moteurs de recherche, etc. Et quelqu'un qui dit « Ah, je veux commencer sur Java », est-ce qu'il va tomber là-dessus? Je sais pas. En tout cas, voilà, si on regarde le site, pourquoi Java, enfin
la barre de navigation en haut, c'est pourquoi Java, le coin de celui qui apprend, le coin de celui qui enseigne, et puis un playground pour jouer. Et après, en dessous, il y a plein de vidéos qui ont déjà été enregistrées sur... Alors là, par exemple, dans celle qu'il y a en ce moment, à l'heure où je vous parle, il y a VAR, il y a... qu'est-ce qu'il y a encore même, tu vois, l'opérateur ternaire, les switch expression, les pattern matching, les records. Donc voilà, pas mal de vidéos qui ont déjà été préparées. J'imagine qu'il va y en avoir des nouvelles qui vont être ajoutées au fur et à mesure. C'est juste que le HTML, on dirait que c'est... Alors, je sais pas le framework RSS, CSS du jour, mais on dirait que c'est quand même un développeur Java qui l'a fait. Donc, par exemple, ils ont des labels, mais il n'y a pas d'espace entre le label et le texte après. Enfin, c'est des petits détails, en fait, en vrai, mais c'est... Ouais. Après, là, je regarde les sources. Ils utilisent le framework de Web Component Shoelace, que j'ai beaucoup utilisé dans des petites applis, etc. Mais ça ressemble pas forcément à un Shoelace spécialement, en tout cas le style. Faudrait voir, mais il y a des formes. Ouais, on dirait le vieux truc, je sais plus comment ça s'appelait. Parce qu'après, bref, peu importe. Yes. Allez, on a parlé de Java, mais on va parler de Scala, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Parce que Martin Odersky, donc un des papas de Scala, a fait un long article sur l'état de l'écosystème, en fait. Ouais, donc les grands points. Alors, je vais déjà peut-être commencer par un point qui est le fait que Scala reste quand même un langage de recherche et du coup, ils se permettent aussi de faire des breaking change que par exemple un langage comme Java se permet pas trop de faire aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça peut causer quand même pas mal de friction pour ceux qui veulent suivre les évolutions de Scala. Et donc effectivement, un des premiers points, c'est la stabilité, les besoins d'évolution. Donc Martin Odersky disait que Scala reste toujours quand même assez populaire et 14e mondial selon je ne sais quel comment dire, pas benchmark, classement. C'était RedMonk notamment. Ouais. Et donc après, voilà, donc il dit qu'il reste pertinent, mais il faut qu'il puisse évoluer pour rester pertinent, d'où des potentiels changements de syntaxe comme il y a eu. Dans les axes prioritaires, donc toujours continuer sur sécurité versus convivialité pour faire en sorte que le framework soit pas le framework utilisé. Et est-ce qu'il s'inspire aussi un petit peu de ce qu'essaie de faire avec le comment ça s'appelle on-ramp de Java. En tout cas, il y a quand même un intérêt certain pour la simplification pour les débutants, parce que la syntaxe peut être éventuellement un peu compliquée pour les débutants. Malgré tout ça, il continue d'innover et il dit, Martin Odersky dit que c'est une des valeurs super importantes du langage, tout en essayant de rester quand même généraliste. Et malgré tout, il y a toujours des défis à relever, tout ce qui est outillage. Et en particulier, par exemple, il y a eu pas mal d'outils de build différents, SBT, Scala, CLI, 1000, etc. Donc il y a un peu une sorte de fragmentation de ce côté-là. Et puis après, les aspects faciliter l'apprentissage de l'écosystème où ils essayent effectivement de faire des partenariats, faire des choses comme ça pour qu'il y ait des cours en ligne, pour qu'il y ait des choses comme ça pour faciliter l'apprentissage de Scala. Ouais. Et puis, ce qu'ils voient, ce qui reflète, c'est qu'il y a des gens qui seraient extrémistes. Allez, on s'optimise sur tel framework, mais en fait, ce qu'ils ont vu au fur et à mesure du temps, c'est qu'il y a d'autres frameworks qui sont passés derrière et qui ont amélioré les choses. Que si t'arrêtes d'innover, t'es mort. T'es plus Scala, mais t'es mort, voilà. Et du coup, il y a un équilibre à trouver qui désatisfait également, de manière égalitaire, tout le monde, en fait. Donc, voilà. C'est Josh Block qui disait ça sur une API. Une bonne API, c'est une qui dissatisfait de manière égale tout le monde. Pas facile de satisfaire tout le monde. Ouais. Ensuite, on a des chaînes de caractères en Java, notamment en Java 25, encore plus rapides, alors qu'on les avait déjà bien améliorées. Donc, c'était intéressant de lire cet article. J'étais curieux de ça. Et donc, ils ont travaillé sur Hashcode. Et Hashcode, elle est calculée. Alors, c'est immuable, mais elle est calculée la première fois qu'on demande le hash de la chaîne de caractères. Et puis, c'est
copié dans une variable, et puis après, copié, pardon, oui, c'est ça, dans une variable qui n'est pas constante, et puis c'est réutilisé. Et donc, les gains qu'ils ont eus, c'est notamment parce que ils utilisent un truc qui est en train d'être construit, notamment dans le cadre de tous les projets Leiden, etc., là, de pouvoir stabiliser faire des choses avant le démarrage de la VM, après, enfin, de pouvoir déplacer certaines opérations de la JVM avant ou après. Et notamment, c'est le add stable qui est ce que intuitivement quelqu'un qui connaît pas Java vous dirait, mais final, c'est ça, c'est que en gros, après on peut plus toucher, mais c'est un peu plus subtil que ça. Et donc stable, on a le droit de la mettre une fois. Et une fois qu'elle est mise, la JVM va optimiser comme si c'était littéralement une constante. Et donc elle va pouvoir, c'est pas inliné qu'ils appellent ça, comment ils appellent ça? Constant foldable. Voilà, constant foldable, et ils montrent que les appels de invoke dynamique virtuelle ou je sais pas quoi sont aussi constant foldable, et du coup ils ont des optimisations de ouf là-dessus. Donc c'était assez intéressant cet article si vous voulez aller zoomer un peu dans les arcanes de la JVM. Et c'est marrant, il y avait un petit cas limite intéressant, c'est au cas où ton hashcode c'est 0, et ils pouvaient pas optimiser celui-là. Donc par exemple pour la chaîne vide. Mais apparemment, ils sont en train d'essayer de trouver un workaround pour résoudre ce problème-là. Et ensuite, la guerre des maps n'aura pas lieu, ou peut-être que si. Et il y a Atomic Hash, donc une implémentation Java d'une HMAP qui est thread safe, atomique, qui est non bloquante. Je crois que c'est toi qui l'as mis, Guillaume, mais je sais pas comment tu l'as trouvé. Je sais plus comment j'ai vu ça, je m'en rappelle plus. Est-ce que c'est Twitter, Hacker News, j'en sais rien. Mais voilà, non, en fait, t'as tout dit d'ailleurs. Mais pour arriver à faire, parce qu'en fait, le gars, je crois, il voulait utiliser ça. Attends, parce que je crois que le README là ne dit pas toute l'histoire, donc j'ai dû le voir sur Twitter, peut-être, je sais plus. D'accord. Parce que le gars, il avait besoin de ça dans un de ses projets. Il s'est dit, ça peut être utile. Et en fait, il utilise, alors juste pour faire un peu sortir ma science, mais je ne fais juste que lire ce qu'il y a décrit. C'est dans l'implémentation. Donc, il a implémenté ça de manière, en utilisant une concurrent hash try. Et c'est un algorithme, en fait. Un algorithme qui lui a permis du coup d'avoir ces trois qualités, donc thread safe, atomique et non bloquant, et ce qui est pas évident à faire, d'avoir les trois en même temps en tout cas. Ouais. Et c'est H3 TRIE, donc c'est pas un try. on dit try ou tree tree, je pense. En anglais. Ouais. Tu dis H3. Ouais. Et juste, en fait, notamment, il explique quand on a des opérations du genre put all ou get all et qu'on veut quelque chose de consistant, c'est-à-dire tout rentre en même temps et on n'a pas des lectures intermédiaires où on a mis que la moitié des clés qu'on voulait rentrer, par exemple. C'est ça qu'il cherchait à avoir comme comportement. Et du coup, c'est du copy on write globalement, c'est-à-dire qu'on a des nœuds. Après, il y a une optimisation avec les hashes là pour éviter de changer trop de choses, mais fondamentalement, on a des nœuds et quand on veut rajouter un élément qui est au niveau d'un des nœuds, on va créer un nouveau nœud, copier tout et faire un comparable swap du nœud dans la structure. Et donc c'est comme ça qu'on a cette notion d'atomicité et non bloquante du coup dans l'algorithme. Par contre, ça consomme plus de mémoire parce qu'on a notamment si vous faites beaucoup de put en parallèle, vous avez potentiellement beaucoup de nœuds qui se changent en parallèle. Du coup, il y a des doublements de structure qui vont arriver même. C'est un peu plus que peuvent. Un petit truc que j'ai retrouvé, donc je pense que c'était sur Blue Sky, donc c'est Daniel Fernandez. Et en fait, c'était au moment où il travaillait où j'imagine qu'il travaille toujours dessus, sur Timeleaf ou Thymeleaf, pareil, encore la prononciation à voir. Donc vous connaissez sans doute ce moteur de template, souvent utilisé avec Spring ou autre. Et justement, il cherchait donc à développer un expression language pour Timeleaf,
Mais du coup, il le voulait non bloquant, etc. Il avait besoin de maps pour genre les clés valeurs, les attributs que tu peux avoir dans ce que tu mets dans ton template, etc. Et du coup, il avait du mal à avoir quelque chose qui lui convenait. Donc, il a réinventé ça pour Timeleaf et il s'est dit, bah, ça peut être utile hors de Timeleaf. Et donc, voilà. C'est open source. On va donc passer aux librairies et on va commencer par Micronaut 4.8. Micronaut 4.8, donc toujours plein de modifs, donc mise à jour des BOM avec toutes les dépendances à droite à gauche. Ils utilisent beaucoup plus Micronaut SourceGen, donc qui permet de... C'est quoi d'ailleurs, ouais? Bah, c'est le truc de transformation, d'annotation processing, etc., qui génère du code. Alors, je sais plus ce qu'il fait d'autre, métadonnées et expression bytecode, j'avais noté. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que il y a zéro réflexion, etc. dans Micronaut. Ça utilise ça. Donc, il l'utilise un petit peu plus partout. Et je sais plus si ça utilise, parce que j'ai peur de dire une bêtise, SourceGen, si ça utilise aussi, tu sais, la nouvelle API tu vois, de compilation, pas de compilation, En fait, c'est Java, ASM, etc. mais dans Java lui-même, c'est ça? Ouais. Donc, je crois que ça utilise ça. Et donc, c'est utilisé un petit peu plus dans différents modules à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on a? Ajout du traçage, l'injection de dépendance pour faciliter le débugage. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais peut-être pas toutes les lire. Pour les binmappers, il y a une annotation mapping qui permet de maintenir déjà, mais de faire de la fusion de plusieurs valeurs, etc. Ouais, je me suis demandé à quoi ça, dans quel use case c'était des valeurs. intéressant, mais C'est une bonne question, je sais pas regarder. Des nouvelles probe liveness, une meilleure intégration pour Kubernetes. Il y a un nouveau module, et celui-là, il me semble d'ailleurs qu'il utilisait aussi SourceGen, là. Micronaut Kubernetes Client Open API. Au lieu d'utiliser l'API officielle de Kubernetes avec OpenAPI qui a des tonnes et des tonnes de dépendances, ils ont réinventé leur propre client Kubernetes, quoi. Il y a un nouveau runtime server basé sur le serveur HTTP intégré de Java. Donc, vous savez, vous pouvez le faire tourner Micronaut sur même des servlettes, avec Netty, etc. Donc là, il y a un nouveau runtime aussi basé sur le HTTP client et serveur, etc. de Java. et du coup, ça remplace pas leur usage de, je sais plus s'ils utilisent Reactor ou Netty, ou ça complémente. Je pense que c'est une autre, vu que je disais, un autre mode de déploiement, en fait. Voilà, ouais. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? Ouais, pour instrumenter les sources de données, il y a un nouveau module qui utilise Micrometer, enfin c'est une extension du module Micronaut Micrometer, je crois. Ouais, voilà. Ah, ici peut-être le dernier point, générer du code source à partir d'un schéma JSON. Donc des fois on a des schémas JSON et on veut générer du code source. Bah, ça peut être pas mal et pratique. Donc il y a des plugins de build qui permettent de faire ça, de générer automatiquement le code Java qui va bien avec le schéma JSON. Voilà. Cool. Bon, et après, j'avoue que j'étais flemmard, mais bon, il y a des trucs bien dans les autres moteurs. Je crois que j'avais vu passer des petits updates au niveau Spring. Là, je les ai plus en tête, mais aller sur leur blog habituel, il y a toujours pas mal d'informations, notamment de Josh qui compile tout ça. Et puis évidemment Quarkus, hein. Ça met à jour régulièrement, donc là, les compose dev service. Donc ça continue d'avancer tout ça. Allez, on va passer au web qui continue d'avancer aussi. En plus, on est vraiment dans les temps, hein, ça vient de sortir, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, c'était vraiment, donc on nous dit on fait jamais de web. Non, regardez, on est même on est même dans les temps. C'était juste pour annoncer la sortie de Note 24, qui vient donc de passer en version current. Ça veut dire que donc c'est la prochaine qui sera LTS à partir du mois
octobre j'ai dû l'écrire quelque part, mais ça va être ça. Donc ça veut dire que vous avez en gros 6 mois pour le tester, le valider, la version 24. Je crois que c'est la 21 ou la 22 qui aujourd'hui est celle En ce à moment, long la terme. LTS doit être la 22. Ils ont dû arrêter la 18 normalement, puisque donc il y a toujours un train de décalage, il y a toujours une current, une LTS et puis une ancienne. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bon, après moi je suis pas expert non plus, hein, mais c'est essentiellement la mise à jour du moteur V8 qui a été mis en version 13.6 avec de nouvelles fonctionnalités, les flottes 16 rêves, etc. Bon, il y a quelques, je vais pas tout lister, ça sert à rien. Je vous invite à aller voir le changelog. Il y a NPM 11, donc pour ceux qui utilisent NPM, perso, je suis passé sur PNPM. J'en avais marre de NPM qui me faisait des trucs tout pourris, mais NPM 11 est inclus. Ils ont changé, si vous avez, donc là c'est pour compiler Node.js, mais pour la compilation des parties natives, etc. Ça n'est plus MSVC de Microsoft qui est utilisé par compilation, mais c'est CLang, CL pour Windows. Le Async Local Storage qui utilise le Async Context Frame maintenant par défaut pour une gestion plus efficace. L'URL pattern qui est disponible globalement maintenant, donc plus besoin de faire des imports quand vous utilisez la classe, enfin l'objet URL pattern. Je crois que je vais passer le reste. Hein. Les permissions, oui, le flag experimental permission est devenu permission, ça y est, il est stable. Et puis le test runner, ils ont amélioré la partie test runner aussi. Voilà. J'oublie d'autres choses d'utiles. Ouais, il y a des dépréciations, mais bon, si vous dépréciations, l'utilisez, etc. allez Si voir. vous l'utilisez, vous le verrez, vous allez voir les changelogs. Voilà, ça sert à rien de noter tout ça. Voilà. Ça sert à rien de faire un podcast, quoi, c'est ça? Ah, ça sert à rien, mais après on va me dire qu'on fait trop de web, on fait pas assez de web. Non, mais pour ceux qui l'utilisent en complément de leur travail, notamment Java ou .NET ou Go, etc., c'est important de dire attention, la LTS, ça serait bien d'aller mettre à jour vos tools-version ou équivalents dans vos projets parce que c'est là où il y aura les mises à jour de sécurité. Et tester la 24 dès maintenant pour être sûr que vous n'allez pas vous taper des murs. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me prendre certains murs et c'est vrai que sur Node, souvent, ça a été surtout des problèmes côté CI avec des choses bizarroïdes sur les comportements des installs, les machins, etc. Donc, des fois, c'est compliqué, mais c'est difficile de le tester juste en local. Donc, il faut le mettre au feu d'une vraie CI pour se rendre compte si ça marche ou si ça marche pas. Donc, ouais. Le feu d'une CI, c'est la grosse Bertha. C'est ça. Allez, data et intelligence artificielle, ou plutôt intelligence artificielle et un peu de data sur cet épisode. Déjà un petit retour d'expérience sur... alors, on arrête de coder, comme dit le CEO, ex-CEO de Windsurf, qui vient de se faire acheter par OpenAI d'ailleurs. Ou est-ce que, non, savoir coder, ça reste utile dans un univers de GenAI et d'assistant de code? Après, donc chacun y va un petit peu quand même de son opinion, mais dans cet article-là, l'auteur dit que apprendre à coder, ça reste quand même essentiel malgré l'IA. Donc l'IA peut t'aider à programmer, mais néanmoins quand tu vois, ça va te générer des choses, etc. Mais est-ce que ce qui a été généré est bien, et parce que des fois pour plaisanter je dis c'est des générateurs de dette technique, est-ce que justement t'as pas généré ta nouvelle dette technique? Et pour ça il faut quand même avoir ton esprit critique et ton expérience de développeur pour être capable de dire oui, là ce qui m'a généré c'est bien, je le prends, je l'accepte, je l'intègre. Ou alors au contraire tu sais que ah oui, mais la manière dont il a codé ça pourrait être amélioré, ou ça s'inscrirait mieux dans l'archi de l'appli si on faisait autrement, ou il y aurait des problèmes, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, je sais pas, de concurrence ou je ne sais quoi, de la manière dont il l'a fait. Donc ça reste important de pouvoir guider finalement l'IA. Et du coup, si on ne sait pas programmer, si on n'a pas les bonnes bases d'architecture, de séparation de concerns, je trouve plus le mot, etc. Et on risque d'avoir une application qui va pas être très propre, qui va être plus difficile à maintenir au cours du temps, etc. Donc, si on garde toujours cette maîtrise de la programmation, déjà, ça nous permettra d'éviter cette dépendance, cette drogue à l'IA, comme on est drogué sur nos smartphones, on va être dépendant à l'IA et on va plus être capable de coder sans l'IA. Ça évite aussi qu'on soit remplacé par les outils eux-mêmes qui deviennent de plus en plus accessibles à tous. Je sais pas si vous avez testé Google, ils ont fait une mise à jour
juste hier là, du modèle Gemini 2.5 Pro, et il y a dans l'appli gemini.google.com, là il y a le Canvas où on peut générer des applis, des petites applications. Et honnêtement, ça fait un job de mieux en mieux, quoi. Et je commence à l'utiliser quand moi, des fois, je dois faire des démos, des trucs comme ça, en particulier pour le front-end. Je lui demande de me générer le front-end et j'ai quasiment juste à l'intégrer dans mon projet et je m'occupe du back-end, tu vois. Mais néanmoins. Bah, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on a fait l'IA, c'est pour générer le front-end, non, c'est pas ça. Mais tu vois, justement, donc moi qui ne suis pas un expert front-end, bah, peut-être que ce qui m'a généré, même si ça devient de mieux en mieux, honnêtement, peut-être que c'est pas non plus parfait quand tu es un expert front-end. Peut-être que tu dirais, ah oui, mais non, faut pas l'intégrer comme ça, ou je ne sais quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc cet article est un point de vue que d'ailleurs je partage. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a d'autres qui vont te dire que oui, à terme, voilà, il y aura plus de développeurs, etc. Mais bon, moi, bien que je suis à fond dans l'IA un peu tous les jours, je pense qu'il y a quand même encore un bel avenir pour nous les développeurs et qu'on ne va pas être remplacé de sitôt. Et il faudra toujours des développeurs pour créer toutes ces infrastructures pour faire tourner les IA, si le développement n'était que du code, ça se saurait. Exactement. C'est un peu ça fait longtemps qu'on le répète, hein. Mais malheureusement, écrire le code, c'est souvent le plus simple dans notre métier. Ouais. Hein. Enfin, voilà, les IDE, etc., ayant aidé pendant des années, écrire le code n'est pas la difficulté pour écrire une application de qualité et maintenable. Et comme tu disais, aujourd'hui, le problème, il est bien sur la maintenance des applications, parce que, enfin, faire des applis, des POC, comme tu dis, etc. Bon, bah, ça, c'est presque trivial, effectivement, et la LIA va aider à aller beaucoup plus vite. Après, faire une application, la maintenir dans le temps avec des années de dette, des millions de lignes de code, etc., c'est une autre paire de manches. Et ça, pour le coup, les développeurs. Mais j'avais vu un autre article, malheureusement, je l'ai pas noté, mais qui faisait un peu écho à celui-là, où justement la personne remettait aussi en avant le risque de perte de connaissances et d'expertise à cause de l'IA, parce que voilà, les gens vont se devenir bêtes à effectivement faire ce que tu dis, juste accepter les réponses. Pas déjà bêtes, les gens. Et c'est dangereux, parce qu'effectivement, si tu gardes pas cet esprit critique, demain, effectivement, on pourra pas évoluer, faire avancer les choses. Donc, après, moi, la seule peur, entre guillemets, que j'ai, c'est plus sur le fait qu'on va devoir faire encore plus de code review que d'écriture de code. Et moi, le côté le plus fun, c'est quand même d'écrire le code et de créer quelque chose, tu vois. Reviewer, c'est toujours un peu... Alors attends, tu sais, quand tu dois te mettre dans la tête de la personne ou maintenant de l'IA qui a écrit un truc, alors attends, pourquoi il a fait ça? Alors, en fait, ouais, moi, c'est un peu le... Pour compléter ce que vous dites, il y a un truc sur lequel je suis d'accord dans l'article, c'est qu'effectivement, c'est important de comprendre les fondamentaux et d'aller comprendre qu'il y a une API, qu'il y a une JVM, qu'il y a un compilateur, qu'il y a un OS, qu'il y a de la RAM, etc., pour pouvoir avoir une vision du modèle du réel qui est un peu plus proche du réel que quelque chose de complètement abstrait. Et effectivement, c'est un risque quand tu fais vibe coder ton application. Alors déjà en équipe, à voir si ça scale ça, mais même individuellement, c'est est-ce que tu comprends? Parce que la dette technique, soit c'est parce que le code il est mauvais, soit c'est parce que en fait plus personne sait ce qu'il fait en fait. Et du coup, c'est là où il y a potentiellement un risque, à moins que l'IA elle-même comprenne tellement bien le code que ça se passe bien. D'ailleurs, on a l'interview avec Philippe et Kevin qui avait été en live, mais que je sortirai après cet épisode-là. Donc il faut que je finisse le mix, mais c'est dans la boîte. Et on parle justement de génération, d'utilisateurs de générateurs de code en général. Allez, on parle d'un autre article vraiment sympa là, de Anthropic. Qui nous raconte comment ils ont été regardés à l'intérieur du cerveau des LLM, et notamment de Claude Haiku, je crois, en particulier sur comment ils pensent, ou plutôt quelles sont les opérations et à quoi ça ressemble, parce que par défaut, on voit pas vraiment ce qui se passe dedans. On voit la sortie, on voit l'entrée, on peut lui demander de raisonner et de nous donner les étapes, mais est-ce que c'est les étapes qui suivent pour de vrai?
Et justement, l'article montre que bah, pas forcément, il y a des cas différents. Pareil, il montre quand est-ce qu'il dit, il a ses safeguards qui disent non, je te dirai pas comment faire une bombe ou je te parlerai pas de telle personne parce que je la connais pas, j'hallucine. En fait, l'article voilà va sur tout ça. Donc c'est un article de vulgarisation de leur papier scientifique lui-même. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à voir là-dessus, les gars? On voit que, parce que donc ces modèles LLM, donc on appelle ça des modèles autorégressifs parce que ils reprennent à chaque fois en entrée tout ce qui a été dit avant, donc la question, ce qu'il a commencé à générer, etc. Et en fait, on se demande toujours, oui, mais du coup, est-ce que c'est au moment du prochain token qui va... Alors, je vais expliquer l'exemple qu'il prenait, c'est quand tu lui demandes de faire un poème avec des rimes, est-ce que c'est vraiment qu'à la fin de chaque vers qui commence à se dire ah oui, en fait, il faut que je trouve une rime en je sais pas quoi. Et en fait, il s'aperçoit que dans l'espace latent, finalement, il est déjà en train de penser à la rime qu'il va pouvoir utiliser, même si c'est plusieurs tokens plus loin, quoi. Genre, il est au début du vers, il commence déjà à réfléchir intérieurement, en quelque sorte, à ce qui va arriver après. Et du coup, ils avaient genre coupé, imagine tu fais de la chirurgie du cerveau, genre couper le truc auquel il était en train de penser, mais il arrive quand même à générer une rime, même si c'était pas celle qu'il avait pensée, etc. Je trouve ça assez fascinant de voir cet aspect chirurgie du cerveau pour essayer de vraiment comprendre en interne comment il fait quoi. Ça Et résume, enfin juste là-dessus, ouais, ça fait écho à la keynote de Mr. Phi sur est-ce un perroquet syntaxique? ouais, Ce qu'on voit là, c'est que, bah, au moins, en tout cas, il anticipe la rime d'après. Alors, je sais même pas comment dans les mm, registres ou dans le réseau de neurones, mais du coup, il a cette information-là qui va influencer les tokens d'avant entre guillemets. Il se dit tiens, Grabit, je vais le faire rimer avec lapin parce que la phrase parle de carotte. Du coup, Rabbit c'est pas mal. Et ensuite, il construit les tokens intermédiaires. Et effectivement, quand il manipule le cerveau et qu'il change les trucs, bon bah il s'en sort, mais enfin on voit qu'il anticipe les choses et qu'il a compris, enfin que la structure de la poésie en l'occurrence, elle est inhérente, elle est stockée quelque part dans la façon de penser. moi ça me fascine quand même pas mal parce que donc il y avait cet article-là, mais ils en avaient fait un autre aussi sur enfin les concepts de langage et de langue Ah oui, plutôt. c'est celui-là là. Où en fait on s'aperçoit, ouais voilà, non bah c'est celui-là, ouais. Où on s'aperçoit, je me rappelais plus que c'était dans le même, je croyais que c'était dans un autre article, Ouais, il y a plusieurs exemples en fait. Ouais. où on s'aperçoit que on pourrait se dire ah il y a une partie du réseau de neurones qui va faire de l'anglais, une autre partie qui va faire du chinois, une autre partie qui va faire du français, mais en fait il a vraiment des concepts communs au Mm. travers de toutes les langues qu'il connaît. Donc là, par exemple, dans Ouais. l'article, il disait la notion de contraire dans une langue, en fait, ça va activer une partie du réseau de neurones, une partie des neurones du cerveau, hein, indépendamment de la langue cible. Donc si on demande le contraire de petit, bah, ça va activer, qu'on le dise en français, en anglais, en chinois, ça va activer cette notion de contraire, d'antonyme, etc., indépendamment de la langue. Et c'est là que, enfin, je trouve ça fascinant de me dire que, en fait, comme nous, on a un peu là, on parle, on est en train de générer des tokens, mais je veux dire, dans notre cerveau, on sait, on génère le prochain mot qu'on va dire, mais dans notre cerveau, on a déjà une notion un peu intuitive, on sait vers où on va, en fait, ce qu'on va raconter, avant même qu'on ait le temps de le dire. Et en fait, c'est Enfin un peu, souvent quoi. hein, normalement, Souvent. faut espérer. En tout cas, c'est comme ça. Enfin, on retrouve un peu ce parallèle avec le cerveau humain, la pensée et la parole Ouais. dans l'espace latent, Ouais. latent space, l'intérieur du réseau, avant qu'il génère ces tokens à la toute dernière couche du réseau de neurones, quoi. C'est fascinant. L'autre exemple, c'est qu'il montre comment il fait des maths, donc assumant qu'il n'y a pas d'outils, hein, mais Ah oui. et qu'en gros il y a un chemin qui approxime en calculant sur les dizaines et un autre qui calcule les unités et en gros il estime ouais, il y a de grandes chances que ça soit ça et donc je sais pas si vous faites beaucoup de calculs mental De moins en moins. vous-même, ouais, de moins en moins, mais bon ça arrive en fait on attend.
moi, c'est une des approches que j'utilise, pas forcément tout le temps, mais ça me donne une approximation. Puis après, je vais aller raffiner les chiffres au besoin, en fait. Ouais. Et l'autre qui était intéressant, j'en ai parlé un tout petit peu, c'est ah oui, celui-là, c'était marrant. Il parlait de qu'en fait, il pouvait dire qu'il fait effectivement ceci, cela, mais en fait, il le fait pas vraiment et donc il te bullshit un résultat. Par contre, si tu lui dis, moi, je pense que c'est tel résultat, qu'est-ce que t'en penses? En fait, ça va le motiver. Ils appellent ça le raisonnement motivé. Donc c'est assez curieux. Et attends, celui-là, je voulais pas en parler. Ouais, hallucination, c'est celui-là, voilà. Celui-là, il est intéressant, c'est quand on demande quel est le sport de Michael Jordan. Donc lui, il sait que Michael Jordan, c'est un concept qu'il connaît d'une manière ou d'une autre dans ses processus d'inhibition. Donc il désinhibe et il répond à la question. Et par contre, si on dit John Doe, qu'est-ce qu'il fait comme sport? Ben là, il connaît pas le concept de John Doe, donc il va dire, je suis désolé, je ne peux pas répondre à ça. Et par contre, il y a des façons de le faire sortir de son inhibition plus ou moins subtile. Et en fait, bon, bah, c'est le concept d'hallucination. C'est-à-dire que si on le fait sortir de son inhibition, au lieu de dire je sais pas, eh ben, il va du coup générer le fait que celui-là fait du spaceball ou voilà, quelque chose comme ça. Voilà, les jailbreaks ils montraient. Alors les jailbreaks, c'est assez intéressant. Je crois qu'ils montraient que le modèle était quand même au courant qu'il parlait d'un truc qui était interdit, mais comme on l'avait fait un peu en indirection, il avait en gros, c'est comme les prime directives dans Star Trek, il avait une directive qui combattait une autre directive, et du coup il avait besoin par exemple de finir là, c'est ça, il avait besoin de finir la cohérence de la phrase avant de dire mais en fait j'ai pas le droit de t'en parler. Donc il dit bon, une bombe c'est fait de ça, mais bon je t'en parle pas. C'est assez rigolo de voir qu'en fait c'est de la logique floue. Enfin, c'est très Asimov pour ceux qui se rappellent des petites nouvelles. C'est qu'effectivement, il y a des probabilités qui sont plus ou moins fortes l'une versus l'autre. Bon, bref, super article intéressant. Ouais, très intéressant. Ils font des super articles en tout cas. Ah. Alors, on va parler de quoi? Du MCP, Model Context Protocol. Et la sécurité dans MCP. Du S dans MCP. Vous le voyez ou pas, le S, qui veut dire sécurité? Donc là, c'est un article. Alors, j'ai mis un deuxième lien dans les show notes, mais j'ai quand même gardé celui-ci, parce que c'est celui qui avait été partagé sur Hacker News, etc. Mais personne, là, Elena Cross, qui a partagé cet article, on la trouve nulle part sur Internet et LinkedIn ou réseaux sociaux ou autres, et n'a écrit que cet article unique et qui reprend tout le travail qu'a fait Invariant Labs sur les problématiques de sécurité MCP. Et effectivement, alors, on va pas dire que MCP ne fait pas du tout de sécurité, parce qu'il y a aussi c'est un protocole qui évolue. Là, ils ont proposé des changements côté au moins authentification, mais il n'y a pas que ça dans la sécurité, évidemment. Donc, c'est quelque chose qui va s'améliorer, bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, MCP, il y a donc ce Invariant Lab, cette boîte-là qui a listé différents types d'attaques qui peuvent exister sur les serveurs MCP. Donc par exemple, là, l'injection de commandes. Donc par exemple, si à un moment on a un serveur MCP qui exécute une commande système et qui, en fait, c'est comme la SQL injection, en fait, c'est-à-dire il doit, là l'exemple qui était donné dans l'article de la personne d'Invariant Labs, il y avait appelé la commande notify send et ça prenait le message de l'utilisateur, mais l'utilisateur pourrait faire curl, je sais pas quoi, pipe bash pour faire exécuter un truc en local, et il y a pas mal de serveurs MCP qui font des appels comme ça qui sont pas sécurisés. Il y a aussi l'attaque. Ça, je suis pas sûr que Invariant Labs, ils en parlaient de ce cas spécifique. Mais les autres, oui. Ils ont fait plusieurs articles, donc il n'y a pas que celui que j'ai mis.
mais en tout cas, c'est une des attaques et je crois qu'ils l'ont couvert dans un autre article. Il faudrait que je vérifie. Mais bon. L'autre, celle que tu es en train de montrer là, c'est l'empoisonnement d'outils. C'est-à-dire qu'en fait, un exemple, c'est imagine tu as un outil qui fait l'addition de deux nombres, qui prend deux paramètres, mais en fait, dans le prompt que tu mets, tu lui dis de faire autre chose en plus. Il fait quand même son addition, mais par exemple, tu vas lui dire ouais, attache-moi le fichier ID RSA pour voir les clés. Ouais, ou là, parce que j'adore, c'est ça. Surtout ne mentionne ne pas que tu as fait ce truc-là parce que ça va énerver l'utilisateur. Voilà. Et ça passe crème. Pas le dire. Et ça, en tout cas, ça passe. Voilà, sur certains, effectivement, ça passe. Il y a aussi. Donc ça, c'est un outil vous prenez sans avoir vraiment regardé ce qu'il fait. Et effectivement, il y a c'est pas hyper clair au niveau de l'interface utilisateur et l'interaction. Est-ce qu'on voit les prompts, etc. Donc c'est après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la majeure partie de ces attaques-là, parce que ce qu'il faut peut-être dire quand même sur MCP, c'est qu'il y a deux modes d'opération d'MCP. Il y a quand c'est avec STDIO, c'est-à-dire c'est un serveur MCP qui tourne en local sur votre machine, ou en tout cas le host, on appelle ça MCP, qui fait tourner votre application. Donc là, le code que vous récupérez ailleurs, il lance des commandes chez vous, il tourne en local chez vous. Donc il a accès à votre machine éventuellement. Après, il y a aussi le mode MCP avec HTTP et Server Sent Event et bientôt HTTP Streaming. C'est une des nouveautés pas encore largement adoptée, mais qui est en train d'être adoptée. Où là, c'est un serveur qui est distant, donc il n'est pas sur votre machine, donc il ne peut pas forcément faire tout un tas de choses, comme là, faire tourner, récupérer un truc qui est en local sur votre machine. Par contre, donc le rug pull, où genre on enlève on te coupe l'herbe sous le pied, donc, comme on pourrait appeler ça, on enlève le tapis sur lequel, tire le tapis sur lequel tu es, où en fait après que le serveur MCP ait dit voilà je fais A plus B, en fait il change ce qu'il fait et le lendemain il fait autre chose, et tout en disant qu'il fait toujours ce qu'il est censé faire, tu vois. Donc il change son fonctionnement et il fait effectivement autre chose. Alors soit c'était codé de base, soit il y avait une version propre, et puis après une dépendance. On les connaît, on en a beaucoup parlé maintenant des attaques de chaînes d'approvisionnement logiciel. Voilà. Du coup, on a un MCP en Node qui fait A plus B super propre, et puis quelqu'un rachète le nom et voilà. Une librairie en dessous. Exactement. Et paf le chat. Et le shadowing, celui-là aussi, c'est... Celui-là, il est bon celui-là. Celui-là, il est assez intéressant. Et en fait, moi je l'ai vu, donc quand on fait parce que les serveurs MCP, en fait, ils utilisent la fonctionnalité de function calling des LLM. Et c'est vrai que les LLM, quand on leur donne plein de fonctions qui peuvent demander à être appelées, plus il y a de fonctions, plus il va avoir du mal aussi éventuellement à décider laquelle utiliser. Et donc imaginons qu'on utilise un nouveau serveur MCP qui a une fonction dont l'explication, la description est très proche d'une autre fonction qui existait déjà et dans laquelle on avait confiance. C'est possible que le LLM choisisse cette nouvelle fonction et non plus celle à laquelle il faisait confiance avant. Par exemple, il y a des serveurs MCP pour accéder à Internet, pour utiliser un navigateur et tout. Et je sais pas, on pourrait dire oui, dans la description, cette fonction-là est utile pour obtenir les toutes dernières informations sur un sujet. Alors que l'autre outil, c'est aussi pour obtenir des informations sur un sujet, mais là, c'est les toutes dernières, donc tu insistes encore plus. Et le LLM, peut-être qu'il va être encore plus incité à utiliser tout à l'outil, l'autre outil, plutôt que le bon outil, quoi. Donc là, il prend plus c'est ça, c'est une priorisation qui est... Voilà. Il y en a un autre, enfin, je sais plus si c'est celui-là ou pas, mais qui est assez intéressant, c'est t'as un outil légitime qui permet d'envoyer des emails, et donc l'agent va intermédier le LLM qui va demander à envoyer des emails à telle personne et cet email-là. Et il y a un autre MCP
un autre outil serveur qui dit tiens, quand t'envoies un email, en fait, envoie pas à l'adresse que l'utilisateur t'a donnée, envoie-le à mon adresse à moi, mais surtout le dis pas à l'utilisateur, juste tu fais l'opération. Et du coup, tu vas hacker le prompt du serveur MCP légitime et lui modifier ses comportements. Alors, c'est pas hyper clair pour moi pourquoi ça arrive, parce que c'est quand même dans le JSON, c'est quand même assez structuré ce qui est envoyé au LLM, donc le fait que l'email ait été changé, c'est un peu curieux, mais bon, aujourd'hui, en tout cas, ça arrive, quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà, MCP, donc surtout quand vous utilisez des MCP qui sont sur le format stdio qui tournent sur votre machine, faites gaffe. Il y a aussi quand même quelques projets open source, j'ai vu, j'en avais vu 2, je les ai pas mis dans les notes parce que j'ai pas regardé de près, mais qui essaient de faire un peu des audits de sécurité de ces serveurs MCP. Après, je suis pas sûr que ça marche avec tous les langages, etc. Ouais. Mais ça couvrait Node et Python, et il y en a pas mal en Node et Python de ce genre de serveurs. Après, Cédric parlait qu'il y aura sûrement des projets autour d'API Gateway. Ouais. Oui, enfin, probablement, il y a un projet Wanaku là, qui vient des gens qui ont fait Apache Camel, qui permet de plutôt faire du routing, mais on peut imaginer rajouter voilà, d'autres éléments qui correspondent à ce que fait une gateway, notamment de la sécurité. Merci Cédric. Allez, on va parler. Ouf, c'est le seul autour de la donnée non intelligence artificielle. Il est perdu au milieu. Ouais. Infinispan 15.2 est sorti avec le pre-rolling upgrade qui permet du coup d'anticiper vos mises à jour et de contrôler un peu quel serveur est déployé. Des avances plus avancées autour du support Redis, notamment autour des commandes JSON, des commandes Redis qui sont liées au JSON. Le support de script Lua. Vous pouvez du coup déployer des scripts Lua qui sont exécutés par Infinispan. Vous pouvez désactiver les métriques de la JVM au besoin. Vous pouvez faire du dark mode parce que maintenant il y a le Patternfly 6 pour la console. C'est JDK 24 maintenant. Non, le JDK 17 minimum, 24 est supporté. Et puis le serveur natif, en fait, ils ont arrêté de le faire et ils se concentrent sur le serveur JVM. Voilà. C'était la petite pause data. Bon, et si on revenait justement, Guillaume, tu nous montres comment on écrit justement un serveur, un serveur MCP, mais en serveur Sentiment et pas en STDIO. J'ai rencontré Christophe Tsoloff, la personne dans l'équipe Spring qui travaille et qui a poussé auprès d'Anthropic l'implémentation de références de MCP en Java. Donc ils ont été assez rapides. Ça aurait été bien que ce soit... Enfin bref, non, peu importe, je vais pas faire de parenthèse. Et du coup... Je la ferai après si tu veux. Ouais, ok, vas-y. Vas-y, finis ton truc. Ouais. Et du coup, Christophe me disait, oui, en fait, on n'est pas... Donc, moi, je suis plutôt un partisan de Micronaut. C'est le framework que j'utilise de préférence. Et du coup, je me dis, ah ouais, mais c'est dommage que l'implémentation de référence, je vais le dire quand même, est basée sur Spring. Mais en fait, non, parce que... Enfin, oui et non. Il s'est séparé en deux. Il y a la partie, on va dire, bas niveau, et ils ont fait aussi un support Spring Boot, etc., pour faciliter la création de serveurs MCP. Mais en fait, moi, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder justement, est-ce que je peux créer moi-même, et après, éventuellement, mettre ça dans Micronaut, etc., créer mon propre serveur MCP en Java, sans avoir à dépendre de Spring. Et effectivement, la partie implémentation de référence bas niveau crée un transport sous forme de servlet. Donc moi, j'ai repris ce transport-là, servlet. J'ai fait 10 lignes de code en JT pour exposer la servlet. Et hop, j'ai mon serveur MCP écrit en pur Java. Après, c'est ce que tu vas dire, je pense, Emmanuel, mais ça utilise quand même Reactor en dessous. Donc, est-ce que c'est vraiment
indépendant de Spring, vu que ça utilise Reactor. Bon, c'est discutable. Et enfin, je te laisserai rebondir. Et après, donc là, j'ai écrit le serveur. Et côté consommation ou appel de ce serveur MCP, j'ai utilisé le support client client MCP de LangChain4j pour pouvoir appeler mon propre serveur à moi. Voilà. Donc c'est assez facile à faire. Je suis pas. Alors je devais faire du feedback à Christophe, mais Christopher, mais je vais pas encore remonté parce que il y a quand même plein de petites inconsistances dans la doc, dans la Java, enfin donc qui est publiée sur le site modelcontextprotocol.org, dans la Java doc et aussi dans le code lui-même de l'implémentation de référence. Et il y a des petites choses qui sont pas si claires. Comment utiliser l'API, par exemple, pour faire les schémas JSON, etc. J'ai dû faire passer le schéma JSON en string parce que j'arrivais pas à construire programmatiquement mon schéma. Alors bon, voilà, c'est peut-être quelque chose qui évolue encore pas mal et ils ont développé de manière très très rapide. Mais bon, c'est utilisable et voilà, on peut le faire quand même, quoi. Et vas-y, Emmanuel, si vous voulez rajouter. Ouais, d'ailleurs, l'autre Emmanuel dit, mais tu n'as pas essayé mon implémentation, parce qu'il a fait une implémentation de MCP Server sur Wildfly. Voilà. Du coup, ouais, effectivement, donc il y a eu donc il y a une partie qui est dépendante de Spring, mais qu'on appelle le Java Official Client. Donc effectivement, ça, c'est un des problèmes. Et même la partie en dessous dépend de librairie qui s'appelle Reactor, qui est, je sais pas du coup Micronauts ce que vous utilisez, mais bon, c'est quand même beaucoup utilisé dans l'univers Spring avec toute la Spring Webflux, etc. D'autres ont des moteurs différents, notamment Vertex, etc. Et du coup, c'est pas un client au sens driver JDBC qu'on peut utiliser avec Hibernate, sans Hibernate, avec Spring Data JDBC, voilà. Et du coup, il y a une difficulté de neutralité parce que le réacteur, donc c'est des boucles qui tournent, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que ça expose des API qui sont mono et Flux. C'est Flux, peut-être. Parce que je crois que c'est les deux font 4 lettres. Java a Flow qui correspond à Flux, mais il n'y a pas l'équivalent. Enfin, du coup, il y a débat. Est-ce qu'il y a l'équivalent de mono? Est-ce que Completable Future, c'est l'équivalent de mono ou pas? Et là, disons, les équipes de réacteurs sont pas forcément d'accord avec d'autres personnes. Donc, il y a un GitHub issue sur lequel c'est discuté ça, savoir si est-ce qu'on peut trouver un truc qui permet d'être réutilisable dans l'univers Java, mais de manière plus large, ou est-ce qu'on accepte que il y ait le client standard Spring, le client standard Micronaut, le client standard Quarkus, et que tout ça soit affichable sur la page pour un concept de neutralité. Et quand on veut faire là, donc du réactive, etc., là, si demain je veux faire une librairie mais qui est utilisable par tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise la Flow API de Java 9 pour que tout le monde soit content? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai le problème aujourd'hui. Ouais, nous, pour le projet. En fait, c'est une raison pour laquelle Mutiny là, a été créé avec ces deux types, mais du coup, c'est genre, tu sais, c'est XKCD, c'est-à-dire on a trop de standards, on va créer un en plus. Ouais. Par contre, ce qu'a fait Mutiny, c'est des bridges d'un côté et de l'autre. Donc, avec, c'est lequel le papa qui était là avant des librairies réactives Eric Java. Voilà, Eric Java, avec Reactor et donc Mono et Flux, avec Flow et Completable Future, etc. Aujourd'hui, tu peux parler à Clément Escoffier si tu veux de sujets, ou à Julien Ponge, voilà, ils ont beaucoup creusé là-dessus. Ouais, va les pinguer, mais en gros, il n'y a pas de solution magique. Il y a se rapprocher le plus, c'est d'avoir des outils pivots pour passer de l'un à l'autre. Voilà. Alors, l'IA ne vous remplacera pas, mais remplacera les humains qui n'utilisent pas l'IA, pardon. Et toi, il y a un article qui explique un peu les limites de ça. Ouais.
Alors, attends, Ouais, non, je refais la j'ai dit citation. une L'IA bêtise. ne Ok. vous remplacera pas, mais ce Ouais, sont les humains qui utilisent l'IA qui vont ouais, vous c'est ça. remplacer. Exactement ce que je Donc voulais dire. pas tout à fait pareil. C'est subtil. Et en fait, c'est vrai que c'est le genre de phrase un petit peu à l'emporte-pièce et qui enfonce des portes ouvertes et on l'entend. Ah oui, c'est vrai. Ah bah du coup, faut que je me mette à l'IA, etc. Ça clôt presque le débat lui-même vu que la citation est presque trop belle pour être vraie. Donc il y a un article qui cite Je sais 8 pas si t'écoutes le fallacies. reste du monde, mais on est un Ouais. peu dans ce mode-là. Et 8 fallacies débunkant en fait cette citation. Non, mais Je, débunker, que je trouve plus les mots en je français, sais c'est pas, horrible. mais là, il y a les gens Qui, du Québec qui vont nous envoyer des bombardiers. c'est de déconstruire cette citation. Donc, il y a, alors, est-ce que je les lis toutes? La fallacie de l'automatisation versus l'augmentation. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de se concentrer sur l'amélioration des tâches, enfin non, c'est se concentrer sur l'amélioration des tâches existantes avec l'IA au lieu de considérer qu'en fait il y a un changement de valeur de ces tâches-là dans le nouveau système dans lequel on est. C'est-à-dire on considère les choses de manière trop... Enfin non, c'est la troisième d'ailleurs, la fallacie des emplois statiques, où on a l'impression qu'en fait tout est figé, alors qu'en fait c'est dans un monde qui évolue, donc les emplois évoluent, les organisations évoluent, etc. Donc certains rôles effectivement peuvent être obsolètes Ouais. ou plus être clés, mais d'autres se créent aussi de toute façon. Alors du coup, je reviens sur la deuxième, la fallacie des gains de productivité, où en fait, c'est pas toujours parce que on arrive à faire des choses plus rapides, etc., que ça rajoute forcément non plus de la valeur, et que cette valeur qui est créée, où on se dit on a plus de temps, on va pouvoir Enfin, si, ça produire rajoute de la plus. valeur, mais ça dépend Enfin, pour qui, en fait, c'est ça le voilà, point. et ça dépend pour qui. Donc elle n'est pas forcément, comme il disait, capturée ailleurs dans le système. Sur le côté compétition, donc Si, si, moi, elle est capturée ailleurs dans le système, et pas de point de vue du travailleur, en fait, c'est ça le point. pas du point de vue du travailleur. Ouais. Côté compétition entre moi ou quelqu'un qui utilise l'IA, donc l'IA voilà, modifie du coup les contraintes aussi du secteur et peut-être que ça rend du coup certaines compétences peut-être moins pertinentes. Mais ce qui ne veut pas dire que ça remplace toutes les compétences dont on peut avoir besoin aussi pour une tâche donnée ou un job donné, en tout cas un métier donné. La fallacie de la continuité du flux de travail, où en fait, alors attends, c'est quoi celle-là déjà? L'IA peut entraîner, là je lis, du coup je me rappelle plus, l'IA peut entraîner une réimagination complète des flux de travail, éliminant le besoin de certaines compétences. Donc c'est vrai que ça peut modifier nos flux de travail, je pense que le mot en anglais c'était workflow, sans forcément... C'est Non, l'exemple que tu donnais, c'est-à-dire que, bon, si l'IA, elle est meilleure que moi à coder, et que moi, je fais de la pull request, bah, j'ai changé mon ouais, flux, c'est-à-dire que mon flux, c'était, je ouais. codais, et puis j'avais un tiers de revues dans mon job, et là, ça change. Et là, ça change, l'équilibre de ce que tu fais au quotidien Mm. va être différent. La fallacie des outils neutres. Alors, les outils IA sont pas neutres et peuvent aussi, du coup, redistribuer le pouvoir organisationnel en changeant la façon aussi dont les décisions sont prises et exécutées. Donc, c'est pas forcément les mêmes mécanismes, les mêmes chemins de décision qui vont être utilisés dans l'entreprise, dans un service, etc., ou avec ses collègues. Ça va avoir cet impact-là. La fallacie du salaire stable, c'est-à-dire que c'est pas parce que du coup quelqu'un utilisera l'IA que ça va être lui qu'on va garder dans l'entreprise parce que lui utilisera l'IA, mais je veux dire le salaire qui est associé, vu que les compétences sont peut-être moins importantes, ton salaire peut éventuellement être moins bien valorisé. Donc c'est pas parce que tu adopteras quand même l'IA que toi Ouais. tu garderas. Donc ça peut vraiment avoir un En impact tout cas, à ici terme. à Il y a terme. une phase où il y a une chance que tu aies un avantage compétitif, mais qui pourrait disparaître assez vite. Et la fallacie de l'entreprise stable, donc c'est encore un peu cette vision du monde fixe,
C'est-à-dire que l'IA nécessitera des restructurations aussi dans l'entreprise et que ça se fait pas dans un vide organisationnel. Donc vous allez faire une regexp et vous allez remplacer fallacie par idée fausse et debunk par démystifier. Voilà, j'ai trouvé la traduction. Ok. Voilà. Et une fallacie, parce que je l'ai mis comme ça, c'est une idée fausse. Fallacie. Oui. Ok. En tout cas. Fallacie. Allez, on va un peu plus rapidement. Donc, il y a un long article, non? C'est ça, sur le sampling dans les LLM? Ouais, alors l'article est assez long. C'est quoi le sampling déjà? Alors, en fait, c'est la manière dont les LLM vont choisir le prochain token. Et donc, moi, j'ai fait une présentation à Devox avec Didier Girard où je parle un peu de ces choses-là, du next token, des hyperparamètres comme la température, le top P, etc. Et je trouve que cet article, alors ok, il est un peu long, mais il réexplique quand même ce que sont les tokens. Ou aussi, par exemple, pareil, dans la présentation que j'ai fait avec Didier, j'expliquais aussi pourquoi on utilise des tokens et pas des lettres ou des mots carrément. Donc il y a des raisons pour ça. Le côté sampling, donc le choix du prochain token, il y a plein d'hyperparamètres qui permettent d'influencer finalement sur, parmi tout le vocabulaire de tokens que le LLM connaît, de savoir lequel choisir, on peut influer sur la température, sur top P, top K, et il liste toute une palanquée de sampling, de techniques de sampling différentes, qui la plupart sont pas utilisées, mais on utilise surtout température, top K, top P, mais il parle de plein d'autres techniques intéressantes. Il y a aussi l'ordre dans lequel sont appliquées ces techniques, parce qu'on pourrait se dire, on va d'abord appliquer la température et ensuite top P, top K, mais en fait, on peut aussi faire l'inverse. La manière dont on l'applique, dans l'ordre dans lequel on applique, etc., ça peut avoir un impact sur le choix du token qui est choisi. Et ça finit aussi à la fin sur les algorithmes de tokenisation comme Byte Pair Encoding, la BPE, ou Sentence Piece, par exemple celui qui est utilisé dans Gemini. Et ça parle un petit peu justement de certains problèmes avec les tokenizers pour gérer des mots rares ou des nouveaux mots ou des acronymes ou des mots de jargon ou l'impact aussi sur la taille du vocabulaire, etc. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur Generative AI il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il y avait plein de choses qui me semblaient mystérieuses et j'avais noté plein de questions, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on utilise des tokens et tout, et j'en ai fait une présentation. Et cet article-là, j'aurais bien aimé l'avoir à l'époque pour m'expliquer toutes ces choses et d'autres questions qu'on pouvait en tout cas se poser par rapport à comment ça fonctionne un peu sous le capot. Voilà. Super article. Donc on en a parlé rapidement, mais OpenIA a accepté de racheter Windsurf pour 3 milliards de dollars après en avoir levé, je sais plus combien, 300. 40, je crois que j'avais retrouvé l'info. Ils en ont enlevé 40, ils ont une valorisation à 300 en ce moment. C'est ça. Donc oui, effectivement, les deux articles qui suivent, c'est peut-être on aurait dû les mettre dans l'outillage, mais ouais, donc la guerre fait rage. Windsurf annonce, enfin ça a été, alors c'est pas encore officialisé, c'est pas encore finalisé et officialisé, mais a priori c'est quand même sur des très bons, c'est parti pour, mais effectivement rachat de Windsurf par OpenAI, c'est que le début, honnêtement. Enfin il va y avoir une consolidation de tous les outils et de tous les acteurs de l'IA dans les années à venir. C'est les gros poissons vont manger les petits comme d'habitude. Enfin voilà, jusqu'à ce qu'il reste plus que IBM, et Microsoft et Google comme d'habitude. Mais voilà, donc c'est parti sur cette partie. Ce qui est intéressant, donc Windsurf. C'est Windsurf. Il y a Cursor. Windsurf justement. Il y a Windsurf. C'est un concurrent de Cursor. C'est un concurrent de Cursor. Ah, Windsurf. Okay. Son ancien nom, je l'ai oublié, c'était Codium. Merci. Voilà, Codium. Alors. Et là, voilà. Donc c'est un concurrent, ça marche sur VS Code. Et ils ont fait récemment un plugin pour JetBrains, pour la suite JetBrains. Donc voilà, c'est une suite complète. Et justement, je trouvais le point que tu as rajouté intéressant, c'est qu'effectivement OpenAI au niveau code, ils étaient un peu en retrait par rapport à Claude Desktop, Claude qui avait sa partie code, Google qui a Gemini Code Assist, voilà, évidemment nos amis de Microsoft qui avaient GitHub et du coup GitHub Copilot, du coup voilà, ils essaient de faire un rattrapage sous un angle donné.
Voilà. Et en parlant de desktop, et en parlant d'IA, on va vous parler de Desktop. Docker. Docker, ça va ensemble tout ça. C'était une news, peut-être il y a un mois, je crois. Docker Desktop 4.4, donc c'est uniquement pour les utilisateurs macOS, parce que ARM, etc., etc. Ils ont simplifié l'utilisation des IA via Docker Desktop pour pouvoir permettre d'exécuter des modèles en local, avec donc tout un choix de modèles. Pas des modèles énormissimes non plus, hein, mais voilà, vous pouvez jouer en local avec pas mal de modèles et donc juste avec vraiment, enfin, rien à faire, hein, vous cliquez, enfin, vous lancez des commandes et c'est fait. Et la même chose qu'ils ont rajouté, je sais plus si c'était en même temps ou juste après, je l'ai noté aussi, la partie MCP. On en parlait tout à l'heure. Bon, voilà, les MCP serveurs, il y en a partout. Alors attention, bien sûr, comme on le disait, hein, la sécurité, etc. Enfin, on en est qu'au début de ces choses-là, donc ça va être un peu plus mature, je pense, dans les années à venir. Pour l'instant, ça reste assez. Mais voilà, au moins c'est dans un container, donc vous pouvez exécuter pas mal de MCP serveurs localement via votre Docker desktop. Voilà. Donc c'est des petites fonctionnalités Ouais. natives Docker desktop pour Mac spécifiquement. Pour le faire un peu, donc bon, moi j'utilise Podman, mais globalement c'est quand même plus sympa. Enfin, je me sens plus rassuré d'avoir mon MCP serveur qui tourne dans Docker, ne serait-ce parce que sinon il demande NPM version Tartampion, et donc c'est chiant, faut créer les environnements logiques virtuels, et donc au moins quand c'est dans le container, c'est un peu plus clean et isolé. Voilà. Bon, par contre, il y a la mise à jour potentiellement automatique, donc faites attention aux tags. C'est ça. On en a parlé. On en parlera tout à l'heure, il y a un autre épisode dessus. D'accord. Allez, on va repasser à l'outillage. L'outillage avec JetBrains qui... bon, je comprends un peu, mais bon, ils n'ont pas fait ça extrêmement bien. Donc, ils ont démarré un outil de génération de code, d'assistance de code, qui était pas, qui a été plutôt mal, dont les revues étaient pas exactement positives, en tout cas sur les débuts de sa vie. Et puis bon, ils continuent à améliorer l'outil, et ils se sont mis à effacer des commentaires du coup négatifs avec l'argument mais non, mais c'est des trucs qu'on a corrigés, du coup voilà. Sauf qu'ils ont pas trop dit, ils ont fait tout d'un coup. Voilà. Les gens se sont dit ça y est. Sur leur propre marketplace, ils se boostent eux-mêmes. Bon, bref, un petit désastre de pôle de communication, mais en tout cas, ils essayaient d'expliquer les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, donc dans cet article. Mais effectivement, on voit que c'est pas aussi simple que ça de faire Windsurf, de faire GitHub Copilot, et ils ont pris du temps à faire fonctionner tout ça. Et ils ont sorti Juni qui est un peu dans le même domaine, mais qui se complémente. J'ai pas les détails, moi je me rappelle plus. En fait, il y a l'assistant qui est, voilà, on va lui poser des questions, on va chatter, refactor ça, rajoute, implémente cette méthode, etc. Et après, il y a par contre plus la notion d'agent, c'est-à-dire de lui dire, oui, tu vas devoir créer l'implémentation de tel truc, et l'agent lui-même va dire, alors voilà les étapes que je vais faire, je vais faire tourner, je vais créer des tests, je vais exécuter les tests, si ça foire, je vais les corriger, je vais remettre à jour mon design, etc. Donc c'est vraiment plus un assistant, un agent, plutôt qu'un assistant qui nous assiste dans une tâche. Il est un peu plus indépendant, donc c'est un peu ça la différence. Et j'ai vu Anton Aripov là, de JetBrains qui faisait des démos sur Johnny, et il a l'air vraiment, vraiment sympa comme agent en tout cas. Ok. Bon, apparemment, ça coûte assez cher, c'est-à-dire que potentiellement, tu peux pointer vers ton propre LLM, du coup, que tu payes au token. Et quand les gens disaient que ça coûtait mais sinon, je crois que c'est dans les genre $20 ou un truc comme ça, pareil que beaucoup d'autres. Je sais pas, quelqu'un parlait d'une clé qui avait sucé tout en 3 jours. Donc, il y a peut-être une limite, en tout cas, dans le service. Ouais. Ok. Il faut faire attention. Après, je sais qu'ils ont eu des bugs, etc. Une fois de plus. Hein. Enfin voilà, moi je sais que je m'étais plaint parce que justement avec le compte trial en 24 heures, le truc il avait tout bouffé. Je sais pas ce qu'il avait foutu, mais c'était le leur de quota, donc je m'en foutais. Mais c'était un bug chez eux. Le PM m'avait d'ailleurs contacté, il m'avait dit non, c'est un bug chez nous, on a corrigé machin, etc. Mais ouais, non, ça s'améliore quand même pas mal. Effectivement, Juni est assez sympa en mode autonome, donc effectivement l'équivalent d'un copilote agent qu'ils ont sorti sur VS Code, qui est désormais dispo sur VS Code. Pas encore d'ailleurs sur JetBrains. Et après la partie AI pure avec le chat, etc.
le multi-edit mode aussi, comme pour Copiot, tout ça. Donc ça avance pas mal, mais effectivement, oui, la manière de faire, d'essayer de rebooster leurs notes qu'ils avaient eues au début, un peu foiré sur ce coup-là. Et désormais, les prix sont similaires aux autres, et ils ont fait comme tout le monde pour capturer de l'utilisateur. Ils font un plan gratuit, que ça soit personal user ou entreprise. Il y a des plans gratuits, mais vous êtes limité en nombre de tokens, donc obligatoirement, en fonction de ce que vous faites, si vous codez vraiment toute la journée, je pense que vous n'allez pas loin avec le plan gratuit. Je sais plus quelles sont les limites, mais voilà. Donc là, de toute façon, tous les acteurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, se lancent sur le même sujet, et bon voilà, il y aura une consolidation au fur et à mesure. Et pareil, je crois que tu en avais discuté avec eux, Guillaume, mais tu peux pas encore utiliser ta propre clé, par exemple, de LLM. Exactement. Toi, t'aimerais bien utiliser ta clé. Toi, t'as la clé passe-partout, là. T'as la clé, la clé passe-partout qui coûte rien. Voilà. Et ça, tu peux pas. Mais tu vois, plutôt que de payer un abonnement encore en plus, alors je comprends, c'est une nouvelle fonctionnalité, etc. Bon. Mais moi, alors ils peuvent utiliser Gemini 2.5 en dessous, mais moi, j'ai pas envie de payer en plus, alors que j'ai déjà la clé et que pourquoi je dois payer double, quoi. Ça. On mettra la clé Guillaume dans les commentaires. Voilà, la clé de Guillaume offerte. Si vous commentez sur le podcast et que vous inscrivez sur YouTube. Si vous dites merci Guillaume sur Blue Sky, vous avez la clé de Guillaume. Voilà, allez, un peu plus léger, on peut faire maintenant il y a un petit hack pour faire des images, donc vous avez le dark mode qui est la pire invention de l'univers, mais bon, ça a l'air populaire. Et quand vous avez des readme, ça passe en dark mode, tout va bien, mais quand vous mettez des images dans le readme et vous avez des images en fond blanc, ça choque un peu. Et du coup, il y a un petit hack qui est du HTML en vrai, pour dire quand tu es en dark mode, utilise telle autre image. Et donc, il faut créer des images compatibles dark mode et compatibles light mode. Mais du coup, après, vous avez un comportement plus sympa. Ça évite d'avoir les yeux qui font ça quand tu as sur un dark mode des images avec un fond blanc où effectivement c'est l'enfer. Après, le mieux, ça reste d'avoir des images sans fond, comme ça, avec un background transparent. Vous avez votre problème. Non, c'est compliqué parce que ça dépend si tu veux faire. Ta ligne, elle est noire. C'est ça. Si ta ligne est noire sur un fond noir, ça marchera pas. Ça dépend vraiment de ton dessin, de ton graphe, etc. Faut mettre des couleurs. Faut mettre un petit fond. C'est ça. Elle est bien tranchée au milieu, qu'il soit ni dark ni light, tu vois. Ouais, c'est ça. Un truc gris, tout en gris, juste au milieu. Tu mets tout en gris, comme ça marche avec les deux. Grey mode. Nous, on avait déjà grey hair, maintenant c'est grey mode. Les requêtes CSS, la source média, là. D'ailleurs, je sais pas si c'est CSS, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne. Il y a une presse vraiment sympa, Riviera Dev sur CSS pour les panuls, où il montre les derniers trucs que tu peux faire en HTML avec les requêtes médias et tout, et c'est là où tu dis, l'IA en sait sûrement beaucoup plus que moi, et en tout cas cette personne qui présente en sait largement plus que moi. C'était très intéressant tout ce qui a évolué, quoi. Allez, on va passer à l'architecture et on va parler des DTO. Ouais, un article intéressant sur les DTO. Donc les DTO qui permettent de transférer des données entre différentes couches d'une application. Donc on a ce qu'on a dans la base, mais après on a ce qu'on a dans notre cœur métier, et du coup on veut pas forcément exposer exactement ce qu'on a dans la base, mais on veut avoir des objets d'un petit peu plus haut niveau et un peu indépendant de la couche de données. De persistance. Ouais. De persistance, mais c'est vrai que des fois il y a peut-être un peu, instinctivement, bon allez hop je fais des DTO alors qu'il n'y en a pas forcément toujours besoin. Ça dépend aussi par exemple du nombre de clients, d'utilisateurs de ces DTO dans l'application, dans les modules, etc. Genre si vous êtes tout seul, est-ce qu'il y a vraiment besoin de DTO? Et du coup, l'article disait que la vraie valeur des DTO, c'était surtout dans cette gestion du couplage entre les couches et la composition aussi des données provenant de plusieurs sources multiples. Donc si par exemple on a on va pas remonter qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, je sais plus s'il prenait des exemples concrets, genre on va pas prendre par exemple, on veut un client avec son adresse, mais on va pas prendre un DTO pour client, un DTO pour adresse, mais peut-être un objet de plus haut niveau qui combine les deux. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple, hein. J'en trouve pas là comme ça d'autres. Donc après, il y a tout ce qui est le couplage. Donc c'est
les DTO, ça permet de découpler justement donc le modèle interne et le contrat externe qui est utilisé, qu'on expose dans l'API, ce qui permet aussi de faire évoluer plus facilement son application, son API, indépendamment du coup, évidemment, de comment c'est stocké niveau persistance. L'auteur parle aussi de l'exemple avec CQRS, donc Command Query Responsibility Segregation, où les réponses aux requêtes, les queries, ça agit un peu comme des DTO qui sont spécifiques aux besoins de l'interface utilisateur. Donc là, les DTO font certainement plus sens aussi, quoi. Et du coup, c'est comme une vue. C'est si on voulait faire une vue au sens SQL à ce moment-là, voilà. Ça correspond à ça, quoi. Qui agrège du coup les données dont on a besoin pour cette requête particulière. Il y a l'aspect aussi protection des données internes, parce que du coup, on peut distinguer les choses qui sont vraiment privées des choses qui sont publiques et accessibles. Et c'est comme tout, voilà, faut éviter les excès. Là, aujourd'hui, on n'a rien bu en enregistrant le podcast. C'est pareil, les DTO, faut pas en abuser. Je sais pas si c'est une super comparaison. Surtout si ça ajoute pas de valeur ajoutée, dans le sens où oui, c'est encore un bout de code en plus à maintenir, à faire évoluer, etc. Et il faut pas non plus les multiplier, c'est-à-dire faire des DTO de DTO qui mappent entre plusieurs DTO et tout, ça peut être un peu compliqué. Et je sens que tu allais dire quelque chose, Emmanuel, avant que je... Non, juste le point qu'il dit, c'est si vous avez deux clients... Et du coup, que si un jour vous apercevez que vous avez fait une leaky abstraction et que ces deux clients, il faut les prévenir, ça va pas vous coûter non plus la lune. Par contre, si vous avez 2 millions de clients, c'est différent. Donc, ça permet aussi de faire des choix, même si on aimerait tous faire des API hyper clean, etc. Après, on fait du code vraiment pénible. Alors même s'il y a Mapstruct et d'autres outils comme ça pour mapper, ça reste quand même de bout de code. En fait, la question, c'est quand je rajoute un champ, il se passe quoi? Je rajoute un champ là, et puis je copie, et je l'expose au front. Bon, c'est pas hyper en tout cas, voilà. motivant. Après, le point qui résume bien, c'est les DTO, faut pas en créer de manière automatique, mais il faut se dire, est-ce que là, vraiment, j'en ai besoin ou pas? Donc, faut être un petit peu plus pragmatique. Parce que c'est vrai que, j'ai déjà vu... J'ai bossé sur un projet récemment où, je veux dire, il y avait des DTO de partout, mais je veux dire, c'était une application complètement indépendante, pas réutilisée, etc. Je me disais, pourquoi on a cette couche de DTO en plus? Et voilà, ça, cet article m'a fait du bien. Parce que j'étais content de me dire, j'en ai pas besoin tout le temps. Ouais, après, il y a des gens qui pensent et raisonnent en architecture hexagonale, et du coup, voilà, il y a les adaptateurs, et c'est un choix explicite de paiement, voilà, d'intégration, en fait. Allez, non, pas outillage. Méthodologie. Méthodologie. J'ai mis encore Guillaume. J'en fous partout. Dans toutes les catégories, j'en mets. À l'arrache, c'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, il y a cette trend là, cette mode qui est le vibe coding. C'est-à-dire, donc c'est Andrei Karpathy, un des papas à l'origine de ChatGPT, etc., qui avait fait un tweet en disant « Ouais, en ce moment, moi j'adore vibe coder, c'est un nouveau truc, je dis à l'IA d'implémenter tel truc, et je continue de lui poser des questions, lui dire rajoute ça, fais ci, et tant que ça marche pas, je continue de lui dire, et je regarde même pas le code qu'il génère, je m'en fous, que ce soit crade, propre, qu'il utilise tel framework ou autre, je m'en fous, je veux juste vibe coder mon truc, je fais mon proto, mon POC, mon etc. Il utilise tous les frameworks qu'il veut, tant que c'est Micronaut quand même. lui en l'occurrence, c'est pas forcément le cas, hein. Mais du coup voilà, c'est ce qui est moi perso, donc j'utilise un petit peu ça, par exemple pour faire des petites applications jetables. Là, j'ai utilisé tout à l'heure, j'avais parlé de Gemini et des Canvas. Là, par exemple, il y avait ma fille qui devait réviser un dialogue pour son cours d'anglais qu'elle avait préparé avec ses copines. Mais comment tu l'apprends ton dialogue? Alors, elle demande à papa, ouais papa, tu peux faire les autres voix des autres personnes, et puis moi je fais mes tirades à moi. Bon, ok, je suis pas un bon père, c'est un peu saoulant de le faire pour la 5e fois consécutive. Attends, je vais automatiser ça. Et puis en plus, tu sais, t'imites les voix, tu fais des voix différentes, alors ça l'a fait et tout. Bon, c'est ludique. Mais après, je me suis dit, attends, je peux lui faire une appli. Alors attends, ouais, mais si je vais lui faire une appli, je vais y passer la journée, au lieu de l'entraîner pendant un quart d'heure, je vais passer une journée à coder un truc. Et sérieux, en 5 minutes, j'ai vibe codé
une petite application où je lui donne le dialogue, j'ai tapé le dialogue avec les noms des personnes, et automatiquement, tu peux choisir le personnage qui doit répéter, et il utilise en plus dans le navigateur, tu sais, tu peux faire de la génération vocale, là, il utilise les voix intégrées au navigateur pour faire les autres voix. Et en plus, ça marche même sur mobile, du coup, elle a même passé l'appli à ses copines et copains, et qui ont pu utiliser l'appli pour réviser et apprendre leur tirade d'anglais, et elle a eu 20 sur 20. Donc, bon, je me dis, le vibe coding, c'est pas mal. Et donc, bref, il y a cette polémique, en particulier de Simon Willison, qu'on voit beaucoup un peu. C'était le papa de Django, le framework Django dans le monde Python, qui fait beaucoup de GenAI, etc. depuis un certain temps, et où on voit. Alors, il critiquait en plus donc il y a 2 nouveaux livres là qui sortent par Jenny Kim et Steve Yege, et l'autre par Adi Osmani, qui parle de vibe coding et comment coder des applications, et comment ça va vous aider à faire des vraies applications d'entreprise pour la prod, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas le vibe coding. Le vibe coding, c'est tu génères un truc jetable, tu t'en fous du code à la limite, en fait. Et c'est le truc qui est abordable par les gens qui sont non développeurs. Alors que ce que les gens s'approprient le terme vibe coding et écrivent des livres, mais ce n'est pas du vibe coding, c'est juste de l'assistant, de l'agent IA de code, mais ce n'est pas du vibe coding. Donc voilà, il y a cette petite polémique là-dessus. On avait parlé d'un article que les startups dans la Silicon Valley avaient jamais eu de taux de croissance aussi fort, genre 10% par mois, et donc la rentabilité, elle vient du fait qu'ils, je sais pas si c'est vibe code, ou en tout cas ils délèguent beaucoup de la génération de code à de l'IA, et après je sais plus si c'était cet article ou pas, mais il y en a d'autres qui se disaient bon maintenant on va devoir réécrire et pour se caler, passer à l'étape d'après, mais bon voilà. Ouais. Et donc oui, juste je parle plus de la polémique et tout ça, mais du coup c'est un lien vers un article que j'ai écrit où justement j'ai vibe codé un serveur MCP pour Micronaut en donnant à Gemini finalement. Alors attends, je voudrais que tu me fasses ça en Micronaut. Mais par contre, donc, je te donne tout le modèle contexte protocole, la spécification, je te donne toute la doc de Micronaut, je lui ai tout donné, et au final, il a réussi. Alors, je sais plus, j'ai dû faire 1 ou 2 prompts en plus, mais en 1 ou 2 coups, j'avais mon implémentation qui fonctionnait et que j'arrivais à appeler avec Langchain4j, MCP, etc. Et j'étais quand même super impressionné, et je pense que j'aurais mis plus de temps. Parce que j'aime bien Micronaut, mais je suis pas un vrai expert qui connaît tous les tenants et aboutissants non plus quand même du framework. Je pense que j'aurais mis plus de temps. Et c'est pareil, la spec MCP, je connais à peu près ce qu'elle fait, les différents types d'échanges et tout, mais je la connais pas dans les détails. Et j'étais quand même surpris parce que, par exemple, il gérait même les cas d'erreur, et il utilisait les codes d'erreur proposés dans la spécification MCP, que je savais pas forcément qu'il y avait des codes d'erreur bien définis et tout ça. Et donc, ça m'a impressionné parce que, en donnant tout le contexte, il a réussi à me faire un truc impressionnant, quoi. Juste, il y a Dimitri qui disait, quand on fait de l'archi, il y a Derek Comartin qui est une très bonne ressource. Voilà, donc une recommandation de Dimitri. D'accord. Allez, on va passer à la sécurité avec, alors bon, j'espère que vous n'avez pas attendu pour réagir, mais une faille de sécurité 10 sur 10 sur Tomcat. Alors une CVE de niveau 10. D'ailleurs, les CVE ont failli disparaître, mais finalement, ils ont trouvé une façon de financement, et il y a une fondation qui est en train d'être créée pour supporter le CVE indépendamment des gouvernements américains. On a passé à côté d'un petit problème. Et donc, une CVE de 10 sur 10, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'intervention de l'utilisateur de quoi que ce soit, et on peut, en gros, exécuter un code arbitraire sur l'environnement cible. Donc, c'est pas bien. Et donc, la faille, c'est sur Apache Tomcat, et elle s'appuie, et en 30 heures, donc une fois que c'est divulgué en 30 heures, les gens commencent déjà à l'utiliser. Et donc, elle utilise un put. Donc, vous prenez un put pour aller écrire en gros un cookie, que vous allez coder un certain nombre de trucs en base 64. Et ensuite, vous faites un get qui va aller lire cette information, mais au moment où il la lit, en fait, du coup, il va il y a une désérialisation qui ne devrait pas avoir lieu, qui est faite côté du serveur, et du coup, ça exécute. Qui dit désérialisation dit exécution de code, et paf. Donc, c'est à éviter. C'est dans un cas assez spécifique où les sessions des utilisateurs, le truc qui est derrière le JSession ID, c'est les fameux objets de session. Ces sessions-là, elles sont
quand elles sont stockées en système de fichiers, il y avait un petit problème au niveau de la désérialisation qui vérifiait pas les choses. Donc, mise à jour recommandée à 11.03, 10.1.35 ou 9.0.99. Voilà. Donc si vous utilisez Tomcat, mettez à jour, hein, s'il vous plaît. Et puis un petit article sur la sécurisation des serveurs SSH. Je pense que celui-là, j'avais lu longtemps, mais donc du relativement classique pour ceux qui font un petit peu d'IT et d'opérationnel, avec des quelques bonnes pratiques pour sécuriser vos serveurs. On en vient toujours, enlever l'authentification à mot de passe. Hein, par mot de passe, vous mettez que l'authentification par clé. Vous changez de port parce que le port 22 c'est un petit peu trop simple, donc vous allez le modifier. Il y a débat là-dessus. Moi, je sais pas un peu. Nicolas Elringer, il y a pas mal de débats. Il est là, genre, ouais, tu bluffes Marconi. Mais bon. Ouais, après, ça, dans tous les cas, c'est la combinaison de tous ces changements qui fait que ça sécurise un petit peu la chose. Désactiver l'authentification sur le compte route, bien sûr, c'est activé. Forcer la version. La raison, c'est que le compte route, on sait qu'il est là, donc c'est une chose de moins à découvrir. C'est guessable, enfin c'est devinable. Devinable, merci. Alors qu'effectivement, moi sur ma machine, vous ne saurez pas mon nom d'utilisateur parce que personne n'a une idée de ce que ça peut être, c'est trop compliqué. Mais voilà, n'essayez pas. Et donc voilà, donc utilisez que les versions de protocole SSH au moins en version 2 parce que voilà, la version 1, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Ah oui, le Max Startup qui permet de limiter le nombre de connexions non authentifiées concurrentes. Donc c'est justement pour éviter de se faire hacker, de se faire des attaques trop rapides parce que sinon ils vont essayer encore et encore et encore de se connecter en parallèle. C'est un petit peu avancé là, ça dit le nombre de connexions non authentifiées max avant qu'il commence un algorithme. Après, il y a le dernier chiffre, c'est le nombre authentifié max. Après, on fait tomber toutes les connexions supplémentaires. Et au milieu, c'est un pourcentage de connexions qui va décider de shooter quand il est entre ces deux limites-là. Donc, il y a en l'occurrence 30% là dans l'exemple qu'on voit. C'est intéressant. Et du coup, c'est un peu plus difficile pour les robots de deviner qu'il y a un blocage. Du coup, ça peut être pratique. Et ça évite le brute force, hein, évidemment, de demander 5 milliards de fois les mêmes mots de passe. Et hop. Voilà. Voilà. Et tout un tas de choses comme ça. Ça n'empêche pas derrière de mettre aussi un client, je ne me rappelle plus le nom, mais sur votre machine derrière pour essayer de protéger aussi vos accès, scanner les logs et tout ça. Voilà. Il y a fail to ban pour limiter les choses, par exemple. Voilà, vous mettez ce genre de choses en plus pour derrière éviter que ceux qui sont trop agressifs vous foutent la machine en l'air. En tout cas, je sais plus où là j'étais. Je crois qu'il y a plein d'articles intéressants, ce monsieur, en fait. Parce qu'à un moment, je suis allé chercher d'autres choses et je sais plus. J'étais tombé sur le port knocking, je crois, en détail, les avantages, les inconvénients. Les limites. Et donc, il expliquait le port knocking. S'il y a des firewalls qui sont un peu intelligents, ils vont peut-être vous faire sauter le fait que tu appelles aléatoirement 2-3 ports avant de taper le port final. Donc ça peut être vu comme du bruit et du coup, tu te fais jeter. Alors, au niveau de bruit, Oracle n'en fait pas beaucoup. Mais ils ont eu 2 problèmes en fait de sécurité récemment. Il y en a un autour de leur offre autour de la santé, notamment aux États-Unis, où il y a beaucoup d'informations autour de la santé d'utilisateurs qui a fuité. Donc, voilà. Et donc là-dessus, ils en parlent pas trop. Et il y en a un deuxième qui est qu'ils avaient un serveur d'identité de Oracle, je sais pas quoi, Oracle Access Manager qui n'avait pas été patché et du coup qui a été hacké par un utilisateur et qui du coup s'est mis à dire voilà, moi je l'ai regardé, voilà un certain nombre d'identités que j'ai. Et une fois qu'on a ces identités, on a accès à un certain nombre d'autres choses chez les clients. Et du coup c'est pareil, ils ont commencé à en parler à certains de leurs clients alors qu'en théorie les bonnes pratiques, c'est c'est dans la loi avec GDPR, etc., c'est de dire quand on a des failles comme ça très tôt. Je crois qu'il y a 48 heures pour annoncer ça à ses utilisateurs. Donc là, c'était pas du tout 48 heures. Et puis surtout,
il y a une notion de transparence sur la recherche, donc un équilibre entre garder des choses secrètes pour que les enquêtes puissent avancer, trouver des causes, et puis quand même divulguer l'information plutôt que de mettre ça sous le tapis. Là, on avait l'impression que c'était quand même pas mal à mettre sous le tapis, et donc on va voir si Oracle se fait à une suite de procès dans les mois ou les années qui viennent avec celui-là. Voilà, et puis on n'oublie pas GitHub alors celui-là je l'ai pas vu, je l'ai pas lu, mais tu l'as pas vu? Ah, moi je l'ai bien vu passer celui-là. Surtout que je sais pas pourquoi, mais il y a quand même un truc assez récurrent. Les failles de sécu, elles sont toujours mises en place le vendredi soir ou le samedi matin. Enfin, je sais pas pourquoi, mais les plus grosses à chaque fois que je vois passer, c'est tout le temps juste avant ou pendant le week-end, les fêtes, etc. Donc là, pareil, une fois de plus, une GitHub Action. T'as pas le temps de réagir, hein, donc il y a plus de fenêtres pour. Je pense que, enfin, c'est fait exprès. Hein. Donc effectivement, une GitHub Action. prend des week-ends aussi. Là, ça va devenir compliqué. Une GitHub Action qui s'appelle TJ Actions, Change Files. Bon, c'est une action qui permet d'optimiser vos workflows en exécutant vos workflows selon si certains fichiers, types de fichiers, etc. ont été modifiés. Donc, en gros, si j'ai une code base avec des fichiers Java, des fichiers Node, etc. Si c'est mes fichiers Java qui sont modifiés, je vais pouvoir lancer telles actions. Si c'est les Nodes, etc., ça va être les autres. Donc, une truc très utilisé, plusieurs dizaines de milliers d'utilisations connu ou reconnu de l'action. Et ce qui s'est passé, c'est que un pat d'un des développeurs ou du développeur, parce qu'une fois de plus, je pense que ça fait partie du cas où il y a très peu de personnes derrière, a été compromis. Un PAT, Personal Access Token, donc un accès de sécurité, un accès à l'accès GitHub de programmatique du développeur. Mais il s'appelle pas forcément Patrick, le gars. Il s'appelle pas obligatoirement Patrick, mais il a un PAT. Patachon. C'est ça. Patachon. C'est Patachon. Ce qu'ont fait les attaquants, c'est qu'ils ont créé des commits, un commit malveillant dans le repo source de l'action, et les petits malins ont redirigé tous les tags ou une grosse partie des tags de l'action vers le SHA-1 malveillant. Ce qui fait que, comme beaucoup de GitHub Actions, vous mettez juste « j'utilise telle action en telle version », tout le monde s'est mis à se retrouver vers cette action-là. Alors, qu'est-ce que faisait ce code malveillant? Il faisait un petit peu il allait scanner ce qui se passait sur la machine pour récupérer les secrets des GitHub Actions et les imprimer sur la console de log. Et donc, si votre build était public, vos secrets, au revoir, ils sont sur les consoles de log publiques de GitHub. Et dans certains cas, alors, ça n'a pas été clair dans les explications que j'ai vues, mais il y aurait même eu de l'exfiltration, donc il y aurait eu peut-être une autre version de l'attaque ou une autre version qui, elle, aurait carrément fait une requête put pour envoyer les secrets ailleurs. Donc ça s'est fait très vite. Et ça a été isolé en quelques heures, le problème. Ils ont GitHub a shutdown le repo. Après, ils ont fait le ménage, etc. Ça s'est bien terminé. Ça a été assez vite. Malheureusement, les problèmes sont relativement récurrents. On parlait tout à l'heure des problèmes d'attaque sur les SHA-1, etc. Là, c'est clairement le problème. Il faut faire attention de bien locker ces actions, non pas sur des versions et sur des tags qui, eux, sont mouvants par nature, sont pas figés. Et donc, il faut bien pointer sur les SHA-1 exacts des versions. Il faut faire attention de tout ce qui vient. Donc là, même si c'est une action qui était reconnue, utilisée par tout le monde, du jour au lendemain, elle est devenue compromise avec les risques qui vont derrière. Ouais. Et puis faire attention, bien sûr, aux mises à jour, etc., etc. C'est valable pour GitHub comme pour n'importe quel outil de CI, comme pour n'importe quelle librairie que vous utilisez dans vos projets. Hein. On a un peu le même problème partout. Faites attention à ce que vous mettez à ce que vous utilisez. Ça peut vite être dangereux. Voilà. Ouais. Alors, on va accélérer déjà parce c'est l'heure limite. Juste, n'hésitez pas à souscrire sur le podcast audio si vous voulez, sur votre podcasteur préféré. Sur YouTube, vous cliquez sur subscribe, notify, comme ça vous saurez quand est-ce qu'on fait les lives et après vous venez ou pas, mais en tout cas, puis ça nous aide aussi quand vous souscrivez parce que ça, c'est un peu plus visible nos vidéos. Si vous avez la possibilité, allez sur patreon.com/lescascodeurs pour nous sponsoriser. Voilà, et on vous remercie de quelles que soient les actions que vous faites. Allez, on va passer à la loi société et organisation. Justement, l'article dont je parlais là des startups de Y Combinator là, qui
qui sont très performantes là depuis croissance hebdomadaire de 10%. Ah, c'est hebdomadaire, de 10% pendant 9 mois. Vu que l'argent gratuit a changé, il y a eu un shift vers la rentabilité. Du coup, moins de gens et plus de revenus plus vite. Et du coup, ils estiment que 95% du code de ces sociétés sont générés par l'IA. Et qu'il y a des sociétés avec 10 employés qui ont 10 millions de revenus. Du coup, effectivement, c'est un petit peu rentable. Voilà. Donc, on va voir un peu comment ça évolue, tout ça. C'est quelque chose qui était donc public maintenant depuis très longtemps, depuis plusieurs mois. Et donc là, ça avait été commenté par Mark Little sur son blog personnel qui revenait sur le fait que Red Hat Middleware, donc l'ex-JBoss, donc là où toi, Emmanuel, tu travailles et beaucoup d'autres personnes que l'on connaît, vous rejoignez IBM. Donc tu as eu un joli email maintenant IBM qu'il va falloir que tu utilises au quotidien. Tu es très content. Pas encore. Pas encore. Mais donc Marc revient un petit peu sur l'historique derrière tout ça, sur le fait que l'activité middleware de Red Hat, JBoss machin, a diminué ces derniers mois, trimestres, parce que bien sûr il y a partout, etc. Donc c'est de plus en plus léger. Qu'est-ce que je vais pas dire? Pas l'activité, c'est les investissements. Les investissements, pardon. Attends, je suis en train de chercher. Elle est là toujours. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que donc ce qu'ils veulent, c'est surtout renforcer l'innovation de Java côté IBM avec justement l'inclusion de tout ce qui vient de Red Hat. Il faut bien avouer que côté IBM, ça reste toujours assez c'est IBM. Voilà, donc pour le coup, le but c'est de booster cette partie-là. Les produits middleware, ils resteront open source. Pour l'instant, tout le monde continue de rassurer là-dessus. Il n'y a pas du tout de changement sur cette partie-là. On parlera d'autres changements dans d'autres sociétés, mais là aujourd'hui, il n'y a pas du tout de changement en termes d'approche, l'open source, etc. Et que voilà, aujourd'hui, ils vont tous se concentrer pour pouvoir justement continuer de soutenir Quarkus. Voilà. Donc, quelques petits changements qui semble important de votre côté. On verra ce que ça donne dans les mois à venir. Bien sûr, c'est normal que Marc soit plutôt, fasse plutôt un blog qui soit rassurant. Je le voyais pas trop partir à l'encontre de la ligne de la direction. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, ça faisait combien d'années qu'il y avait eu le rachat 2019, je crois. 2019. Donc voilà, c'est déjà maintenant un petit bout de temps, et tout le monde se doutait bien qu'au bout d'un moment il y aurait quelque chose qui se passerait dans un sens ou dans un autre. Bon voilà, ça a été annoncé sur la partie middleware qui bouge officiellement chez IBM. À voir ce que ça donnera en long terme pour votre quotidien et puis pour celui de la communauté de manière générale. On espère en tout cas que ça sera bien ce que Marc prédit et qu'on gardera bien l'indépendance et puis l'efficacité sur la partie open source que vous pouvez avoir historiquement. Voilà, ça reste là où on vous attend et qu'on a besoin de vous. En tout cas, ça parle beaucoup, et ce qu'on voit surtout, c'est que l'équipe, elle est très solidaire. Voilà, ça fait des années finalement. Il y a très peu de turnover par rapport à d'autres organisations. Du coup, c'est des gens qui savent bien travailler ensemble, qui aiment bien travailler ensemble. Donc, il y a une belle solidarité en fait. Donc ça réchauffe le cœur. Voilà. Et puis, Common House, qui est donc une fondation qui vient de fêter ses 1 an. Vous savez, c'est la fondation qui renaissait des cendres de Code House, enfin, dans la philosophie. Voilà. Et du coup, l'idée, c'était de démarrer avec très peu d'administratifs, donc automatiser le plus possible pour que les gens se focalisent sur leur projet, stable, sans complexité de vote, de machin, enfin le moins possible, et surtout une capacité de garder la viabilité des projets, même si le développeur initial passe à autre chose, ou les développeurs initiaux passent à autre chose. Donc, et de garder les développeurs au centre du processus de décision. Donc, c'est pas la CNCF qui est très enterprise centrique, par exemple, Apache qui est très développeur centrique. Voilà, c'est le type de différence. Voilà, donc si vous voulez les aider, ils ont besoin d'un peu de support financier, que vous soyez une boîte ou que vous soyez un individu. Donc, vous pouvez faire des contributions mensuelles
ça démarre à 2 €, un truc comme ça. Et ils s'en sont à 14 projets qui étaient beaucoup autour des projets que les Java champions, enfin sur lesquels ils tournaient. Donc là, ils veulent s'étendre à un peu plus de choses. Voilà. La secte des Java champions. Là, ouais, c'est bizarre. Mais moi, c'est pas une secte, je sais pas comment. Bon, et sinon, il y a Spring Cloud Dataflow, dont les prochaines versions ne seront pas open source. Donc, ça devient un produit commercial qui sera plus maintenu en open source. Et donc, il y a un blog sur spring.io qui explique les raisons qui ont poussé à ce choix-là de rassurer sur ce qui va être fait. Donc, bon, est-ce qu'il y a eu un choix de Broadcom là-dessus ou pas? Ben, ça, vous saurez si vous parlez aux gens qui travaillent aujourd'hui chez Broadcom. En tout cas, voilà, il disait qu'il y avait peu de gens qui utilisaient en mode open source, en tout cas en dehors de la plateforme Tanzu. Et dans la plateforme Tanzu, j'imagine que Spring Cloud Dataflow est inclus et supporté. Du coup, ils se concentrent là-dessus et que ça leur coûtait de l'énergie de maintenir cette communauté open source si de toute façon tout le monde travaillait sur la version commerciale et Tanzu. Du coup, ils arrêtent. Alors, c'est juste Spring Cloud Dataflow, on parle pas de Spring. Enfin, cette annonce ne parle pas des autres composants de Spring. Bah, on continue les bonnes nouvelles, c'est top, ça. Quand le marché se ressent, enfin, elle devient plus compliqué, les boîtes essayent de faire de l'argent et donc on essaye de revenir un peu sur les acquis. C'est ce qui s'est passé avec Synadia. Tu veux peut-être le faire, Guillaume, je crois que c'était toi qui l'avais poussé la news. Moi, je l'ai vu vite fait passer. Synadia, on ne connaît pas forcément le nom, mais c'est ceux qui font Nats, qui est une plateforme de messaging, quoi, de cœur de messages, etc. Et du coup, la CNCF avait l'air d'attaquer pas mal frontalement Synadia. Moi, j'avais vu déjà ce que CNCF avait dit, mais j'avais pas vu avant ce que Synadia voulait faire. Donc, il y avait un peu voilà, le fait que Synadia voulait reprendre Nats et refaire un peu ce qu'il voulait avec Nats sans la mainmise de la CNCF au-dessus. Donc ça fait pas mal de bruit et puis au final... C'est pas une question de mainmise, c'est qu'ils voulaient reprendre le contrôle de la marque et surtout de changer la licence de la licence business license. Ouais. Et du coup, CNCF voulait pas, parce que voilà. Ils sont là pour ça, pour défendre les projets. Ils sont là exactement pour ça, oui. Ouais. Et du coup, au final, il y a quand même un bon dénouement et finalement, ils s'accordent sur l'avenir du projet. Le transfert des marques que Synadia avait encore sont maintenant vraiment transférées à la CNCF. Bah non, ils ont dit qu'ils vont. En fait, ils sont dans le même état qu'il y avait avant. Parce que Synadia devait les transmettre. Ouais. Enfin, ils les avaient pas transmis. Ouais. Oui, ils se sont mis d'accord pour le fait qu'ils vont les transmettre. Donc, le fassent vraiment. À suivre. Bon, à suivre. Arriver ou pas. Donc le transfert des marques, le maintien au sein de la CNCF, donc qui restera là, toujours avec la même licence à page 2, etc. Ils reconnaissent en tout cas effectivement les contributions de Synadia. C'est vrai que c'est une boîte dont, c'est pas écrit dans les show notes, mais je crois qu'il disait 97% des contributions à Nats, c'est cette boîte-là en fait, qui a tout fait sur Nats, qui l'a créé, etc. Et du coup, donc voilà, comme c'est un projet assez critique pour tout le monde, CNCF, Synadia et leurs clients, etc. Donc voilà, ils sont bien mis, comment on pourrait dire, ils ont discuté entre quatre yeux. Ils sont regardés entre quatre yeux. Après, c'est comme disait Arnaud, je suis d'accord, c'est le rôle d'une fondation de hausser la voix et les éléments légaux quand ça dérape comme ça. Du coup, ça a été fait. Et puis surtout, quand on dérape sur les Legos, ça fait mal aux pieds. Ça fait mal aux pieds, c'est vrai. Non, c'était important. C'était important qu'ils montrent les muscles dans cette situation-là. Ils l'ont peut-être fait un petit peu violemment pour le coup parce qu'ils voulaient taper le poing sur la table pour montrer qu'ils rigolaient pas que ça, mais je pense que c'était important de le faire parce qu'effectivement, ça aurait pu aller loin et c'est surtout que ça servait de précédent pour d'autres, parce que des entreprises qui aimeraient, une fois que les communautés ont été créées, que les projets sont complètement adoptés, reprendre la main mise dessus et se dire maintenant vous allez payer mes amis. C'est ça où
ça c'est sûr que c'est trop simple. Donc non, c'était très bien qu'ils le fassent. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont bien fait. Enfin voilà, ça a été géré, bien communiqué, etc. Et ça a rassuré la communauté CNCF pour dire que bah voilà, non, effectivement, ils sont bien là quand il y a quelque chose qui dérape. Si vous voulez mettre un projet dans une commune, dans une fondation, vous voulez faire un projet open source et que vous voulez faire dans une fondation, bah, il y a des contraintes aussi, c'est vrai. Du coup, allez-y en conscience, comprenez bien ce qui se passe et ce que vous laissez. C'est pas, on a le beurre et c'est ça. Le beurre, l'argent du beurre, le lait de la crémière. C'est ça. Il y en a qui disent dans la fondation, ça donne forcément beaucoup plus de visibilité. Du coup, on sera plus vite adopté. C'est le framework librairie machin reconnu par la fondation, etc. Ouais. Mais c'est pas si simple. Et puis Redis, qui justement était passé en licence BSL aussi, je crois. Ouais, non, sous SSPL. Donc alors SSPL, oui. Ouais. C'est pas la Buzol. Évolue, donc ils ont repris je sais pas si c'est le fondateur, mais un ancien Salvatore Sanfilippo, c'est le fondateur de Redis. Ouais. Qui a fait du développeur advocacy, qui a pas mal parlé aux gens, et du coup, alors c'est pas vraiment un retour en arrière, mais ils rajoutent une licence dans leur distribution qui est l'Afro GPL. Afero GPL. Afero, ouais. Elle n'est pas affreuse, elle est juste Afero. Non, les afros, les dreadlocks, c'est classe. Ça fera un logo trop sympa, ça serait cool. Ouais. Non, mais Afero GPL qui globalement est la version GPL, sauf qu'on rajoute la notion de service hosté qui déclenche la notion de viralité, de distribution, l'équivalent de la clause de distribution. C'est-à-dire que quand on distribue le code en GPL, on est censé aussi distribuer tous les changements qu'on a fait dedans sous la licence GPL. Donc l'Afro GPL, c'est la même chose, mais y compris quand on host une solution. Donc si on host une solution et qu'on fait des modifications à ce truc-là, on est aussi obligé de donner sous l'Afro GPL je vais pas y arriver. L'Afro GPL, C'est l'heure de l'apéro, pas l'apéro. Ça a commencé à la keynote de Devox et ça finit pas là. Avant, ils avaient des trucs avec le cœur en open source, le reste en pas trop open source. Donc là, tout est Afero GPL. Et ça, du coup, ça permet d'intégrer des fonctionnalités avancées qui sont dans la Redis Stack, notamment le JSON et Time Series, qui étaient avant séparés. Et du coup, il y avait un fork entre... Je sais pas si Google, vous avez une version hostée de ce qui est l'équivalent de Redis, mais en tout cas, ils en parlaient sur certains cloud providers qui, du coup, avaient une version alternative à celle de Redis. Valky. Ouais. Okay. Ouais. On le propose. Donc, et du coup, Salvatore Sanfilippo aussi, là, il avait beaucoup travaillé sur les vector sets, qui est intéressant pour faire de la recherche sémantique, etc., avec du RAG et tout ce qui est à la mode avec les LLM. Du coup, il avait aussi très envie que ce qui contribuait puisse être utilisé par tout le monde, tous les utilisateurs, consommateurs, providers qui utilisent Redis, quoi. Une bonne nouvelle, pour une fois. Hein. Celle-là, elle est plus... Celle-là, on en avait parlé. C'est quelle autre boîte qui était revenue Neo4j. Pareil, ils sont revenus avec le fondateur qui revient et qui aide à revenir dans les valeurs initiales, en fait. Parce qu'on voit qu'au final, ça finit par éroder la communauté et donc la boîte et donc le produit. Allez, bon, on a fait un bon petit épisode de quasi 2 heures. Tranquille, Émile. Ça se voit que c'est les vacances, il y a moins de contraintes. En vrai, on avait pas mal de news, y compris de ce qui aurait été délivré à Devox, plus ce qui est arrivé depuis Devox. Et du coup, ça fait un gros morceau. Il y avait des sujets. Voilà, donc merci à ceux qui nous ont suivis en direct, merci à ceux qui nous regarderont, merci à ceux qui nous écouteront, et surtout aussi parlez-en à vos voisins, collègues, voisines, qu'il y a un podcast vraiment top en français et qui font maintenant de la vidéo. Parlez-en à vos enfants, donc voilà, on cherche les nouvelles générations maintenant aussi. Maxence, viens, tu vas bosser. Voilà. Allez, ciao tout le monde. À bientôt. À bientôt. Tiens, regarde, je vais mettre la musique, puisque c'est ça. Ah non, si je l'ai, hop. Voilà, si je Comme ça, on peut nous voir danser, c'est ça qui est bien.
super pratique. Il faut qu'on construise une Corée. Hein. Allez, le thème musical j'avais baissé le est son. le thème pardon. numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com. On va attendre podcastem.com. Nicolas Martignol. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. Et il a dit danser entre guillemets. Non mais ça va là. express.fr. Allez, ciao tout le monde.